Mesdames, Messieurs, bonsoir. Content de vous voir ce soir. Je dis aussi bonsoir à ceux que je ne vois pas, mais qui sans doute doivent me voir, qui sont en ligne. Maintenant, depuis quelques années, c'est maintenant la tradition. On est en présentiel ou en ligne. Ce sont des termes qui n'existaient pas il y a encore 4-5 ans. Le Covid est passé par là et on a gardé les aspects positifs. Après tout, c'est bien de pouvoir rester chez soi et regarder des conférences passionnantes comme celle qui va suivre dans un instant. Donc, c'est comme sujet, vous l'avez vu, c'est l'Algérie, là, c'est les élections, c'est après les élections en Algérie, mais enfin, on va certainement aborder le problème plus globalement de la situation en Algérie, qui est un pays passionnant et qui a été un pays aussi, comment dirais-je, où il y a eu une montée en puissance des espérances, avec le Irak, comme il y a eu des espérances, il faut faire ça en 2 mots, avec la Tunisie. Enfin, je parle pas du Moyen-Orient, là on reste au Maghreb. Et puis malheureusement, chacun sait ce qu'il en est advenu, aussi bien en Algérie qu'en Tunisie. Donc c'est de ça dont on va parler plus globalement. Alors on avait en principe Ahmed Boubaker en ligne, mais il se trouve qu'au dernier moment, elle a eu un souci de santé, donc on doit l'excuser, donc elle ne sera pas en ligne, et donc elle ne sera pas avec nous, on le regrette. Et on va aborder 2 sujets, un plus interne que Moussen Cherbi va traiter, et puis un plus externe avec Farida Souia. Je suis très content. Alors je suis très content que vous soyez là aussi. Il n'y a pas de discrimination. Mais Farida, je la connais depuis longtemps. Et je salue son père aussi, qui doit quelque part nous entendre peut-être, s'il est en ligne, pour suivre sa fille. Mon ami Sid. Voilà, donc je suis très heureux de te voir ici. Donc tu parleras plutôt des aspects extérieurs et tu m'as dit, je ne sais pas comment, il y a eu une crise avec l'Algérie aujourd'hui. Il paraît, donc tu vas nous en dire quelques mots. Voilà. Donc d'abord, Monsieur Cherbi, alors on a rigolé du terme tout à l'heure parce que je savais pas le traduire. Vous êtes fellow. Alors fellow, c'est maintenant la façon de parler des universitaires parce que c'est très anglicisé tout ça. Vous êtes au Meriam Center pour les études avancées au Maghreb, dont le siège est à Tunis, si j'ai bien compris. Et donc vous allez nous parler de questions internes. Je vous laisse donner le titre précis. Et puis ensuite, donc Farida, tu nous parleras de cette crise originale, nouvelle sans doute, entre l'Algérie et la France. Je vous donne un quart d'heure, 20 minutes. On essaie de tenir les délais du temps, si vous voulez bien, pour qu'ensuite on puisse avoir une discussion avec ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui sont en ligne. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Donc, je vais vous parler de la situation juridique et institutionnelle en Algérie quant aux libertés collectives et individuelles, et ce depuis ces 5 dernières années, et dans l'actualité des dernières élections présidentielles. Donc, pour commencer, nous avons appris il y a peu de temps que celui qu'on appelait le poète de la Casbah, Mohamed Tajadid, qui était l'une des figures du Irak, vient à nouveau d'être condamné à de la prison ferme, à 5 ans de prison, alors même qu'il avait été menacé quelque temps auparavant par un certain influenceur en France, qui a fait l'objet d'une expulsion et qui est revenu récemment dans l'Hexagone. Et ce qui est symbolique d'une répression finalement tous azimuts en Algérie, qui n'a pas cessé depuis ces 5 dernières années à l'égard donc des différents acteurs de ce mouvement pacifique qu'était le Irak. Alors pour parler de l'Algérie de 2025, il faut revenir sur l'Algérie de 2019 et sur ce mouvement pacifique donc qu'a connu l'Algérie en 2019, le Irak, c'est-à-dire le mouvement, qui était un mouvement à la fois opposé au 5e mandat du président Bouteflika et par ailleurs en faveur d'un changement radical de système, en faveur d'une transition démocratique. C'était le fameux slogan du 7-8, la souveraineté populaire que les manifestants sortaient clamer dans la rue contre l'article 102 de la Constitution algérienne qui prévoyait la réélection d'un président de la République sous 90 jours. C'était la revendication donc d'une transition démocratique par-delà la Constitution autoritaire. Si le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a poussé à la démission le 2 avril le président Bouteflika 2019, il va néanmoins opposer un niet absolu à toute transition démocratique, notamment dans un discours du 18 juin 2019, et le lendemain lancer la voie à la répression à travers donc la stigmatisation de l'emblème amazigh, ce qui va inaugurer donc une
une répression tous azimuts très rapidement donc de l'ensemble du Irak. Et c'est dans ce cadre qu'une élection présidentielle qui avait été dans un premier temps décalée va avoir lieu le 12 décembre 2019 et va voir donc l'élection du président Abdelmajid Tebboune, qui va être élu dans un contexte de boycott massif de ces élections par donc le mouvement du Irak. Et ce président va engager un certain nombre de réformes, une réforme notamment une révision constitutionnelle qui va aboutir le 30 décembre 2020, et un premier mandat qui va être l'occasion d'ajuster notamment la législation répressive pour la faire cadrer avec les spécificités du Irak. Irak qui finira par disparaître en 2021 sous les coups de cette législation répressive et notamment par cette fois-ci une criminalisation du mouvement sur le fondement du terrorisme pacifique, c'est-à-dire la volonté, l'ordonnance du 8 juin 2021, c'est-à-dire rentre désormais dans le cadre du terrorisme le fait de vouloir changer de régime politique par-delà les formes constitutionnelles, ce qui était en fait la revendication originelle du Irak, le 7-8 contre le 102. Nous ne voulons pas appliquer votre constitution et réélire un président sous 90 jours, mais nous voulons une transition démocratique. Bon, ça désormais c'est passible, donc possiblement, en tout cas quand on lit le texte législatif, de terrorisme, ce qui va créer une panique généralisée dans le mouvement et le faire disparaître donc à l'été 2021. Alors, pour revenir sur ces différents éléments, donc je vais vous parler de cette situation à la fois législative et constitutionnelle sur ces 5 dernières années et dans quelle mesure elle a été l'occasion donc de rétrécir les libertés publiques en Algérie, collectives et individuelles. D'abord, sur le plan des libertés individuelles et collectives, la répression a puisé dans une législation préexistante au Irak. La première disposition qui a été appliquée à l'encontre du Irak, c'est l'atteinte à l'intégrité de l'unité nationale, l'article 79 du Code pénal, qui est une vieille disposition, qui remonte au Code pénal de 1966, et qui, depuis 1975, connaissait une distinction entre le texte français et le texte arabe parlant d'unité nationale, là où le texte français parle d'intégrité du territoire national. L'unité nationale étant une notion plus floue. Vont être poursuivis sur ce fondement les porteurs de l'emblème amazigh, c'est ce qui va déclencher la répression initialement, porteurs de l'emblème amazigh qui vont être condamnés dès le 11 novembre 2019 par le tribunal de Sidi Mohamed, en considérant que, comme dans la constitution algérienne, il n'y a qu'un seul drapeau, le fait de porter un autre drapeau que l'unique drapeau signalé dans la constitution algérienne, étant donc passible d'une atteinte à l'unité nationale. Un raisonnement qui est un peu ridicule, puisque dès lors que vous organisez, je ne sais pas moi, Tlemcen, capitale de la culture islamique, ou Constantine, capitale de la culture arabe, dans la constitution algérienne, vous n'avez qu'une seule capitale qui est Alger, et dès lors, les organisateurs de ces manifestations pourraient aussi être poursuivis pour atteinte à l'unité nationale. En réalité, très rapidement, en fait, au début de la répression, beaucoup de juges vont refuser d'entrer en condamnation, ce qui va être le cas à Naba dès le 8 août 2019, mais ce qui va être le cas aussi à Batna, ce qui va être le cas dans un certain nombre de villes algériennes, à Mostaganem par exemple. Et en fait, dès la mort du général Ahmed Gaïd Salah, la cour d'appel d'Alger va faire un revirement de jurisprudence et va considérer, sur le fondement du principe de l'égalité des délits et des peines, qu'il n'y avait aucune disposition dans la législation pénale qui prohibait le port de l'emblème amazigh, et donc les porteurs de l'emblème amazigh, un certain nombre de porteurs de l'emblème amazigh vont être relaxés et leur drapeau leur être remis. Mais il ne s'agissait que d'un prétexte à la répression qui, comme je vous l'ai dit, va se généraliser très rapidement à l'ensemble du mouvement sur différents fondements, l'entreprise de démoralisation de l'armée, l'atteinte à l'intégrité de l'unité nationale, l'atteinte à l'intérêt national, etc., etc. À titre d'exemple, par exemple, l'unité nationale va servir aussi à la répression, par exemple, des journalistes. Le journaliste Khaled Drarni va être condamné pour atteinte à l'unité nationale. Alors, cette fois-ci, c'est pas pour le port de l'emblème amazigh, c'est parce qu'il avait publié sur son réseau social Facebook, il avait partagé des slogans qui se disaient dans la rue, hostiles au nouveau président Abdelmajid Tebboune, qui remettait en cause sa légitimité. Or, les juges de la Cour d'Alger vont considérer que, dans la constitution algérienne, le président est le garant de l'unité nationale, et que dès lors que vous remettez en cause sa légitimité, vous portez atteinte à l'unité nationale, 2 ans de prison.
l'atteinte à l'intérêt national va être aussi utilisée, c'est l'article 96 du Code pénal. Alors, qu'est-ce que l'intérêt national, hein? C'est quelque chose d'assez subjectif, on est dans dispositions pénales qui sont assez floues. Eh bien, par exemple, le président de l'association SOS Bab el-Oued, hein, investi dans le Irak, va être interpellé et on va trouver au siège de son association des pancartes qui devaient servir aux manifestations, où il était notamment écrit « Non à la torture ». Et les juges vont considérer que non seulement il ne pouvait pas prouver ces allégations de torture, mais que par ailleurs, en disant cela, il portait atteinte à l'image de l'Algérie à l'international, il incitait à l'intervention étrangère et il prétendait que l'Algérie n'appliquait pas la convention qu'elle avait ratifiée sur l'interdiction, sur la prohibition de la torture. Et donc, dès lors, il portait atteinte à l'intérêt national. Donc ces dispositions vont être utilisées, ces dispositions vagues vont être utilisées à l'encontre du Irak pour remettre en cause donc les libertés individuelles, mais aussi pour les libertés collectives. On va utiliser des dispositions antérieures au Irak, comme par exemple sur la liberté associative. On avait une disposition post-printemps arabe, donc on avait une nouvelle législation post-printemps arabe qui avait été adoptée pour rétrécir, hein, pour amoindrir la liberté associative en 2012. Et cette législation va être appliquée notamment contre l'association RAJ, Rassemblement Action Jeunesse, hein, pleinement investie dans le Irak, qui va être dissoute du seul fait que, selon la loi de 2012, lorsque l'on entretient des relations avec une association étrangère, il faut avoir l'autorisation du ministère compétent. Ils avaient reçu à leur siège des militants tunisiens des droits humains, sans l'autorisation du ministère compétent. L'association est dissoute. L'association est dissoute. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, fondée dans les années 1980, à l'époque du Parti unique, à l'époque réprimée, puis reconnue en 1989, eh bien, va être elle aussi dissoute dans ce contexte donc de Irak, notamment pour ne pas avoir respecté ses propres statuts, pour être sorti de ces statuts. Alors, entre autres, pourquoi? C'est dans le jugement. D'ailleurs, le jugement a circulé, il est public, hein, il a circulé sur Internet, pour avoir notamment dénoncé la répression des marches du Irak, pour avoir dénoncé la répression de la minorité ibadite au risque de la fitna, entre guillemets, bref, pour avoir mené ces activités de défense des droits humains. Quant aux partis politiques, même chose, on avait une nouvelle loi post-révolution arabe de 2012 sur les partis politiques, et un certain nombre de partis politiques vont être donc investis dans le Irak, encore une fois, vont être suspendus sur ce fondement, notamment donc le Parti socialiste des travailleurs, parti trotskiste, le PST, et le MDS, le Mouvement démocratique et social, qui est l'héritier du Parti communiste algérien et du PAX, qui vont être suspendus. Alors par exemple pour le PST, je vais revenir là-dessus, notamment pour ne pas avoir respecté les conditions exorbitantes de fonctionnement des partis politiques, sur lesquels je reviendrai. Donc restriction des libertés individuelles et collectives, encore sur liberté collective, la liberté de manifestation, qui est reconnue à la fois dans la Constitution et dans la législation, mais qui était reconnue et qui est toujours reconnue actuellement, je vais m'expliquer, à la condition d'une autorisation préalable discrétionnaire, hein, selon le comité des droits de l'homme, dans son rapport périodique de 2018. Aucune manifestation du Irak n'avait fait l'objet d'une autorisation préalable, elles étaient en réalité tolérées eu égard aux millions de manifestants que comptaient les marches du Irak. Mais une fois que les autorités auront décidé de mettre un terme à ces marches, qui vont reprendre après le Covid à partir de février 2021, eh bien en mai 2021, les autorités vont rappeler qu'il est nécessaire d'obtenir cette autorisation. Alors certes, la Constitution, dans sa révision de 2020, avait prévu que désormais il ne faut plus qu'une simple déclaration préalable, mais en maintenant les dispositions législatives antérieures, dans la mesure d'un délai raisonnable non précisé, et donc cette législation antérieure, celle de 1991, qui avait été prise contre le Front islamique du salut, notamment sa grève insurrectionnelle de mai-juin 1991, eh bien, va être appliquée à l'encontre du Irak. Vous n'avez pas d'autorisation, donc vous êtes susceptible d'une participation à un attroupement non armé. Et dès lors, à partir de mai 2021, près d'1 millier d'arrestations seront recensées, de gens qui voulaient sortir le vendredi, et les marches ne vont plus avoir lieu sur Alger et rapidement l'ensemble de l'Algérie, donc en mai-juillet 2021, ce sont les dernières marches du Irak puisqu'elles ne sont plus autorisées. Ensuite donc, ça c'est la législation antérieure qui va être appliquée à l'encontre du Irak. On va avoir une nouvelle législation qui va être mise en place. D'abord une révision constitutionnelle qui va être lancée dès janvier 2020 par le président de la République. Donc une révision d'initiative présidentielle, hein, pas d'assemblée constituante évidemment.
via un comité d'experts dont tous les membres étaient nommés par le président de la République, 18 juristes nommés par le président de la République. Et cette révision constitutionnelle va aboutir à faire passer le de facto de l'année 2019 dans le de jure, c'est-à-dire que, par exemple, notamment, l'année 2019 avait été marquée par une mise en avant de l'armée telle qu'on ne l'avait pas vue depuis fort longtemps, depuis peut-être l'arrêt du processus électoral en 1992 à travers l'intervention du Haut Conseil de sécurité. L'homme fort de l'année 2019, c'était par excellence le général Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, qui était intervenu, donc, pour rappel, à partir du 26 mars 2019 pour pousser à la démission le président Bouteflika, alors que néanmoins la Constitution ne lui donnait aucune mission politique depuis la dépolitisation de l'armée en 1989. Eh bien, pour passer outre finalement ces dépassements constitutionnels, eh bien, on va constitutionnaliser le de facto de 2019 et désormais l'armée est proclamée la garante des intérêts vitaux et stratégiques du pays, conformément aux dispositions constitutionnelles, ce qui s'oppose à une revendication du Irak qui était celle de la Doula Madaniya Mashi Askariya, c'est-à-dire d'un état civil non militaire, revendication qui va être diabolisée dans la revue du ministère de la Défense, le MDN, El Jish, à 2 reprises, et dans l'intervention d'un certain nombre d'hommes politiques plus ou moins proches des autorités. Et ça va aboutir, donc, cette révision constitutionnelle, principalement, donc, à la constitutionnalisation du rôle de l'armée, garante des intérêts vitaux et stratégiques du pays. Qu'est-ce que ça signifie? Conformément aux dispositions constitutionnelles, lesquelles, certes, le président de la République reste et demeure le chef suprême des forces armées, mais s'il venait à violer telle disposition constitutionnelle que l'armée considérait comme relevant des intérêts vitaux et stratégiques du pays, que faire primer? La disposition constitutionnelle que l'armée considère comme relevant des intérêts vitaux et stratégiques du pays, ou le rapport hiérarchique dans lequel le président de la République est le chef suprême des forces armées? Au Honduras, par exemple, en 2019, le président a été destitué par l'armée à la suite d'un coup d'État constitutionnel, un pronunciamento constitutionnel, comme ça existe en Amérique latine, parce que l'armée est garante de la Constitution au Honduras depuis les années 80, elle est garante de l'alternance démocratique. Le président voulait réunir une assemblée constituante pour briguer un 2e mandat. L'armée est intervenue conformément à la Constitution. Elle est la garante de l'alternance démocratique, un seul mandat présidentiel, et de l'ordre constitutionnel. Bon. Ce genre de disposition avait été introduit en Égypte en 2019, l'article 200 de la révision constitutionnelle, donc l'article 200 de la Constitution tunisienne, de la Constitution égyptienne de 2014, qui prévoit que l'armée est la garante donc de la Constitution, des droits et libertés fondamentales et du caractère civil de l'État, mais pas dans le sens non militaire, dans le sens non frère musulman. Donc, on passe du de facto au de jure. L'armée se voit consacrer dans la Constitution une mission plus ou moins ambiguë, celle d'être garante des intérêts vitaux et stratégiques. Ce qu'on va retrouver dans la législation et dans la réglementation, par exemple, on va avoir un décret présidentiel qui va augmenter le nombre de militaires dans le Haut Conseil de sécurité et qui va en étendre les missions, notamment à donner des avis sur les référendums d'importance nationale, c'est-à-dire bien au-delà des enjeux stricto sensu sécuritaires. On va avoir aussi une disposition une législation qui va être adoptée pour empêcher les parlementaires de poser des questions sur les questions de défense nationale. Vous allez avoir encore une disposition qui va être adoptée qui va permettre d'étendre aux militaires la possibilité de rejoindre des activités civiles, notamment pour les officiers, des activités civiles en relation avec les intérêts vitaux et stratégiques, une disposition qui rappelle celle de la Constitution. Donc une armée qui n'a jamais été aussi présente, à la fois sur le plan symbolique, dans les médias. Le président est pratiquement toujours entouré, même quand il s'agit d'inaugurer un stade ou d'aller dans un stand à la foire d'Alger, un stand d'huile de tournesol ou d'huile d'olive. Vous avez le chef d'état-major qui est présent à côté du président pratiquement systématiquement. Ça, c'est pour le symbolique, mais aussi dans le de jure, dans la Constitution, dans la législation. L'armée n'a jamais été aussi présente. Petite remarque, je me permets. Cette question de faire de l'armée en fait un gardien de la Constitution en quelque sorte, elle s'était posée dès l'arrêt du processus électoral en 1992. Elle avait été proposée à plusieurs reprises, notamment par un certain nombre de comités chargés donc de réviser la Constitution en 93 et en 96. In fine, ça avait été refusé, mais l'idée c'était de dire consacrons l'armée gardien de la Constitution pour que ce qui s'est passé en 1991-92, un Front islamique du salut dont certains des acteurs proclamaient que la démocratie était impie, proclamer que n'aurait pas le droit dans l'Algérie de demain
d'exercer leur liberté politique, les communistes ou les laïcs du RCD. Eh bien, cette armée proclamée gardienne de la Constitution, finalement, un peu pour préserver les droits et libertés dans cette idée des années 90, ça pose problème en contexte de Irak algérien, face à un mouvement qui était totalement pacifique, qui ne se réclamait pas de la doula islamia, hein, qui se réclamait finalement des droits et libertés, de la démocratie, d'un état de droit. Pourquoi donc proclamer l'armée garante des intérêts vitaux et stratégiques dans ce contexte? Cette révision va par ailleurs, sur le plan des droits et libertés, restreindre les droits et libertés par-delà certaines dispositions semblant libéraliser certaines libertés publiques. En effet, désormais, il est possible de déroger aux droits et libertés garantis par la Constitution, dans la Constitution, c'est ce qui est écrit, enfin, je résume, il est possible de déroger aux droits et libertés garantis par la Constitution par une loi, afin de préserver la sécurité, l'ordre public, bon ça c'est des classiques, et les constantes nationales. Et les constantes nationales. Quelles sont ces constantes nationales? Elles ne sont jamais définies dans la Constitution. Bon, typiquement, le Code de la famille 1984, qui inégalitaire, même tel que amendé en 2005, notamment en matière de succession. Alors, il est, dans une certaine mesure, contraire au principe d'égalité entre hommes et femmes tel que proclamé par la Constitution. Sauf que dans la Constitution, j'ai bientôt terminé, sauf que dans la Constitution, il est aussi proclamé qu'il est possible de déroger aux droits et libertés proclamés dans la Constitution, donc le principe d'égalité entre hommes et femmes, au nom des constantes nationales, alors lesquelles, sans doute, l'islam, religion d'État, comment l'interpréter? Évidemment, on peut l'interpréter dans le sens du féminisme islamique, mais quand on voit comment les juridictions algériennes et le gouvernement algérien interprètent l'islam dans un sens plutôt conservateur, ça signifie une constitutionnalisation du code de la famille, en cas d'exception d'inconstitutionnalité. On a eu un exemple récemment, on a eu une affaire, dans l'affaire Jabel Khair, l'islamologue donc, qui avait été condamné un temps à 2 ans de prison ferme, si je ne me trompe pas, qui a été relaxé en appel. Une exception d'inconstitutionnalité avait été tentée sur le délit de blasphème pour lequel il avait été condamné. Et la Cour suprême a refusé de transmettre la question à la Cour constitutionnelle en considérant que non, il y a le nouvel article 34 de la Constitution, il est possible de déroger aux droits et libertés garantis par la Constitution, dont la liberté d'opinion, au nom de la sécurité, l'ordre public et les constantes nationales. Vous voyez? Bon, réponse assez simple et qui permet finalement de répondre à de valider, si vous voulez, de légitimer l'ensemble de la législation liberticide. Alors, ensuite, et je termine là-dessus, on a eu un renforcement de la législation liberticide. Donc, on a un certain nombre de nouvelles lois qui ont été promulguées. Dès le 28, en période de Covid, le 28 avril 2020, on a eu 2 lois qui ont été promulguées donc pour condamner les fake news, l'appel à la haine, fake news, appel à la haine, et il y en a encore une autre, je ne l'ai plus en tête, des dispositions encore extrêmement vagues. Appel à la haine, par exemple, on a un activiste, donc Yassine Mebarki, qui va être condamné à la prison ferme, notamment pour appel à la haine, pour avoir dit c'est ce qui est dans le jugement, je suis amazigh et non arabe, ou encore pour avoir partagé une vidéo dans laquelle il était dit que les Libanais ne sont pas arabes, ils sont phéniciens, etc. Bref, ça c'est de l'appel à la haine. Et aussi délit de solidarité dans ces lois du 28 avril 2020, c'est-à-dire quand vous recevez de l'argent en interne ou de l'étranger pour porter atteinte à des termes extrêmement flous, la sécurité nationale, vous êtes susceptible de délit de solidarité. Et par exemple, Raouf Farah, donc activiste lui aussi du Irak, chercheur, va être condamné à de la prison ferme pour avoir reçu de l'argent pour le donner à des familles détenues d'opinion. Voilà, ça c'est du délit de solidarité. Et comme je vous ai dit, le clou du spectacle, entre guillemets, si je puis me permettre, c'est l'ordonnance du 8 juin 2021 qui va proclamer, donc je la cite exactement comme ça, ce sera mieux, elle inclut donc sous la qualification d'acte terroriste ou de sabotage toute action ayant pour objet, je cite, d'accéder au pouvoir ou changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels, ce que réclamait donc le Irak originellement. Le 7-8 contre le 102, la souveraineté populaire contre la constitution autoritaire. Nous ne voulons pas réélire un président sous 90 jours, nous voulons une transition démocratique. Donc, finalement, la boucle est bouclée, quoique, en réalité, la répression continue, comme je viens de vous le signaler, avec l'arrestation récente, la condamnation récente encore d'un activiste du Irak, donc, qui est Mohamed Tajadid. Actuellement, il y aurait quelques 200 prisonniers d'opinion en Algérie.
Et cette répression continue de plus belle et elle est sans cesse renouvelée. Renouvelée, c'est-à-dire que vous avez des périodes d'accalmie, vous avez des libérations de détenus, puis aussitôt vous avez de nouvelles arrestations. Vous avez des détenus qui sont parfois, in fine, après avoir passé X mois en détention provisoire, qui sont finalement relaxés ou acquittés, mais aussitôt le procureur de la République interjette appel pour maintenir la pression finalement sur ces détenus qui sont invités finalement à se taire en attendant leur jugement d'appel. Et puis ensuite suit la cassation et vous avez un peu un climat de terreur qui se maintient et qui n'incite pas à la politique. La politique, in fine, c'est ma conclusion. Vous avez 2 lois là qui sont en cours de vote et de promulgation, qui sont des nouvelles lois sur les partis politiques et sur les associations. Alors, je viens récemment de recevoir la loi sur les partis politiques, la nouvelle loi sur les partis politiques est en cours de discussion. Le projet de loi, en tout cas, l'avant-projet de loi. Alors, désormais, par exemple, dans les nouvelles conditions pour fonder un parti politique, vous devez respecter l'intérêt de l'État. L'intérêt de l'État. Vous avez dit comment a été interprété l'intérêt national, comment a été interprété l'unité nationale. Alors, qu'est-ce que l'intérêt de l'État? Bon. Ou encore dans les conditions de constitution d'un parti politique, notamment vous avez un congrès constitutif pour constituer un parti politique en Algérie, qui doit compter 480 congressistes, originaires de la moitié des wilayas plus une. Alors là, les wilayas en Algérie, c'est-à-dire les départements, vous en avez 58 désormais, donc c'est-à-dire la moitié de 58 plus une wilaya, sans être inférieur à 16 par wilaya, et en sachant que ces congressistes constitutifs du parti doivent être élus eux-mêmes par une centaine d'adhérents au minimum par wilaya. Bref, vous voyez que c'est le parcours du combattant absolu pour créer un parti politique en Algérie. Donc une situation politique qui est assez fermée, une situation quant aux droits et libertés qui est elle aussi assez verrouillée, et par ailleurs une constitution autoritaire qui fait que le seul moyen de changer de régime, c'est de passer par l'élection d'un nouveau président de la République, en sachant que pour élire le président de la République, les conditions pour se présenter sont parmi les plus discriminatoires au monde en Algérie. Et qu'en Algérie, donc, seul le président de la République peut initier une révision de la Constitution. La révision est verrouillée. La révision de la Constitution est verrouillée à un président de la République, ce qui est unique dans toute la Méditerranée, même en Égypte et en Syrie, ça n'existe, même dans le feu, l'ancienne constitution syrienne, officiellement ça n'existait pas, et donc in fine, un système politique pour l'instant totalement verrouillé, et une armée par ailleurs qui n'a jamais été aussi visible et prégnante, y compris dans le droit algérien. Bien, je vous remercie. Quand je vous écoute, c'est un pays que je connais un peu, dans lequel j'ai vécu il y a longtemps, et je suis frappé que ce que vous me faites comme exposé aujourd'hui, on aurait pu le faire il y a X années. Quand je dis X années, il y a des constantes que je suis incapable d'expliquer. C'est une énigme pour moi, mais la position, la place de l'armée, ça a toujours été le cas. Enfin, et cette espèce de boîte noire que j'ai jamais compris finalement, parce que ça se renouvelle. À un moment donné, on pouvait penser que c'était l'armée issue de la guerre de libération et que ensuite de nouvelles générations viendraient, mais il y a une espèce de transmission du pouvoir autoritaire qui est assez fascinante quand même. Et donc c'est très intéressant, très intéressant, et c'est quand même quelquefois un peu douloureux parce que ces situations finalement perdurent, quoi. Puis la deuxième observation, pas plus, c'est ce que vous avez dit sur le droit. Mais il faudrait réfléchir et il faudrait qu'on ait une discussion sur le statut du droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le droit, ce n'est rien finalement, rien d'autre qu'une parole politique qui est en fait émise par un pouvoir dominant et qui devient coercitif, c'est tout. Et le droit constitutionnel en tant que tel, finalement, n'existe pas. Je veux dire, ou alors c'est une autre définition de droit constitutionnel. Quand vous citez la Syrie comme point de comparaison, c'est juste, mais voilà, qu'est-ce que ça signifie pour l'Égypte? Bref, le statut du droit doit être interrogé, quoi. Mais quand il vient par le haut, qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'est un système de domination qui est fondé... Donc voilà, et ces deux points sur l'armée et sur le droit sont finalement deux constantes, quoi, qui sont là, prégnantes tout le temps. Par contre, sur le plan de la politique étrangère et des relations internationales, c'est toujours tout à fait nouveau ce qui va se passer. C'est une boutade, évidemment, tu l'as compris, Farida. Alors, Farida Souia, donc tu es professeur assistant
il faut pas que je me trompe dans les termes qui évoluent. Tu es aussi co-responsable de la rédaction de l'année du Maghreb, et donc tu es à l'ENM Lyon Business School, hein, et donc tu es là depuis quelques années. Maintenant, tu as ce poste important depuis quelques années. Donc tu vas nous parler d'un fait nouveau, qui est une crise entre l'Algérie et la France. Et là aussi, je crains d'entendre des choses qui sont dans une nouvelle séquence, mais qui s'enracinent dans des choses très profondes. Farida, je t'en prie pour une vingtaine de minutes aussi. Oui, je vais tricher un peu et comme Macsensen m'a beaucoup inspiré, parce qu'il est inspirant, je vais quand même faire une transition un peu plus aisée que de partir directement sur les questions diplomatiques et aussi rebondir sur ce qu'il a dit sur cette question de droit répressif, de droit autoritaire en Algérie et la prendre par le biais de ma discipline qui est la science politique et là en l'occurrence plus la sociologie politique et qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes et les militants et les militantes concrètement. Quel est l'impact de ces dispositions juridiques que Macsensen vous a décrites? Donc, on est bien d'accord, 200 prisonniers politiques, c'est 200 prisonniers politiques de trop. Et on pourrait se dire aussi que comparativement à d'autres États autoritaires, notamment l'Égypte, on n'est pas dans le même ordre de répression et d'emprisonnement massif des opposants politiques. Et pourtant, ces mesures répressives, et en plus, Macsensen l'a très bien dit, elles sont dans un arbitraire constant dans le sens où il y a libération, il y a de nouveaux emprisonnements, et donc il y a énormément d'incertitudes sur quelles sont les lignes rouges. C'est le cas de tous les régimes autoritaires où il y a de l'incertitude sur qu'est-ce qui est permis, quel est l'espace, parce que l'autoritarisme complet où on ne peut rien dire, rien faire, tout le monde ne peut rien dire et rien faire, ça n'a pas de réalité réelle. Et donc il y a des marges qui sont plus ou moins floues. Et ce qui est intéressant dans l'Algérie d'aujourd'hui, et donc l'Algérie post-Hirak, je citerai les travaux de collègues à moi qui sont Amine Halal et Marie Van Etzel qui ont fait un très beau numéro de politique africaine sur les moments de restauration et où ils appellent ces moments de restauration des lendemains qui déchantent. Et donc parce qu'il y a eu un enchantement du politique, une effervescence politique en Algérie, eh bien, et puis désenchantement, forclusion de la pluralité politique, eh bien, et ils disent dans le chapitre introductif de ce numéro que la restauration, elle a quelque chose de spécifique et qu'elle est ni le statut ex-ante, ni un nouveau régime. Ce n'est pas, et donc dans ce cas-là, on pourrait se dire, à la fois tu as raison Jean-Paul quand tu parles d'une sorte de forme de continuité, mais aussi indéniablement, on va dire un mot plus simple, l'Algérie de Tebboune n'est pas exactement celle de Bouteflika. Ce n'est pas exactement la même, et surtout, en fait, les militantes et les militants du Hirak qui ont cru, qui ont été enchantés par le politique au moment de la mobilisation collective, se sont exposés. Et donc, le fait de s'être exposé vous rend beaucoup plus identifiable. Et donc, avant de revenir aux propos que dont je vous avais envie de parler aujourd'hui, et donc des relations franco-algériennes, je voulais quand même vous redonner quelques éléments de mes travaux d'enquête de terrain avec des militantes et des militants à Alger. Et comment ça impacte? Alors, la première chose, c'est que les paroles politiques dans les espaces publics sont constamment, donc par exemple, une personne comme moi qui fait des enquêtes de terrain avec des personnes, sont constamment tues, abrégées, différées. Et les gens se sentent constamment surveillés, et qu'ils le soient ou pas, parce qu'objectivement, tout le monde, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui surveille chaque militant et militante, d'accord? Mais le fait de faire croire que c'est possible d'être surveillé, les gens ont en permanence l'impression que les murs ont des oreilles. Et vraiment, c'est une expression et donc, toujours, chut, pas ici, plus tard, etc., etc. Ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité de la vie de militantes et de militantes, c'est qu'en fait, ils ont laissé beaucoup de traces au moment de l'effervescence politique. De traces dans certaines, des interviews, etc., qu'ils ne peuvent pas effacer. Et qu'elles viennent un peu les hanter et que parfois, même des vidéos qui ont été prises de rassemblements généraux, etc., on leur demande, ils se disent, il faudrait les effacer parce qu'elles peuvent se retourner contre nous. Donc aussi, le fait qu'il y ait eu forclusion, ça fait cette dimension-là. Et donc, le fait que l'arbitraire, le changement de loi, l'interprétation floue, toutes ces lois dont vous a parlé Macsensen, elles ont un impact direct. Et elles en ont pour les militantes et les militants, mais elles en ont aussi dans plein de secteurs. Je sais que pour les universitaires, notamment qui font des travaux de sciences sociales en Algérie, c'est compliqué d'aborder certains sujets. Il faut donner tous les titres de communication pour aller communiquer à l'étranger, c'est compliqué, etc. Et donc la réalité, c'est que la peur fait qu'il y a
énormément d'autocensure. Et je dis pas ça avec je m'autocensurerais et de la même manière si j'étais dans cette situation-là. Et beaucoup de méfiance réciproque sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et aussi, il y a comme des paraboles qui tentent d'expliquer pourquoi c'est tombé sur cette personne-là. Quand une personne est arrêtée, emprisonnée, on cherche à trouver un rationnel de savoir pourquoi cette personne-là et pas une autre. Est-ce qu'il n'a pas été assez prudent? Est-ce qu'il a fait une chose ou elle a fait une chose qui ne se faisait pas? Donc c'est ça la réalité politique aussi de ces dispositifs juridiques autoritaires. L'autre élément dont je t'ai venu vous parler, je vais faire une transition pas du tout aisée, c'est celle des relations franco-algériennes, mais je pense qu'on peut en faire on peut faire une transition par rapport au fait qu'en réalité, ces relations, elles sont de la politique extérieure, mais qu'elles sont aussi de la politique intérieure. Elles sont de la politique intérieure pour l'Algérie, elles le sont aussi en partie pour la France. Elles sont de la politique intérieure, et d'ailleurs, quand on regardait le Hirak, pour ceux que ça intéresse, j'avais écrit un petit article dans le mouvement qui est disponible maintenant gratuitement sur Kern, sur la rhétorique de l'ingérence dans le mouvement, et voir comment cette rhétorique de l'ingérence et de l'étranger, et donc notamment de la France, était partagée à la fois par les militants et les militantes et par le régime qui, à partir de la démission de Bouteflika, essayait de dire la main de l'étranger, les facteurs perturbateurs, etc. Et donc que, en partie, et historiquement, le régime autoritaire algérien se maintient aussi en instrumentalisant sa relation avec la France, qui n'est pas une relation aisée, qui n'est pas une relation linéaire, qui n'est pas une relation faite uniquement de crise diplomatique, mais qui est une relation qui est aussi régulièrement égrenée de crises. Bien sûr, les crises qu'on connaît ces dernières années ne sont pas les premières. Il y en a eu pratiquement tout de suite après l'indépendance. Les nationalisations des hydrocarbures, c'est une crise diplomatique, etc., etc. Sur lequel je voulais revenir, pour ceux et celles qui me connaissent pas, bien que je sois une habituée de l'IREMO, l'un de mes objets d'étude, au-delà de la sociologie politique et des mouvements sociaux, c'est la question de migration et de mobilité dans les relations internationales et comment elle se construit, cette migration et cette mobilité, comme un enjeu diplomatique dans les relations entre la France et l'Algérie. Le dernier épisode de crise qui s'est ouverte entre l'Algérie et la France est lié au changement, pas vraiment un changement radical de position de la France, mais en tout cas une déclaration très explicite de la France qui embrasse, entre guillemets, la perspective marocaine sur la question du Sahara occidental. Et depuis, les relations sont brouillées. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça montre aussi cette brouille, la spécificité des relations franco-algériennes. Et j'entends beaucoup, et aussi ça peut venir en partie de la diplomatie française, que on peut espérer des relations ordinaires entre la France et l'Algérie. Elles ne le sont pas, elles ne peuvent pas l'être. La position similaire prise par les États-Unis n'a pas déclenché la même chose entre les relations algéro-américaines. Et à cela se sont ajoutés énormément d'épisodes successifs. Bien sûr, l'emprisonnement de Boualem Sansal, mais aussi cette dernière affaire auquel Mackensen a fait mention en parlant de l'emprisonnement de Mohamed Tajadid. Donc, on voit bien qu'il y a une détérioration réelle, avec des épisodes qui viennent s'ajouter les uns aux autres, et que du côté algérien, en effet, il n'y a pas de volonté de désescalade de cette relation diplomatique, mais aussi du côté français, et aussi lié à la réalité politique du paysage politique français, et je reviendrai un peu sur ces subtilités, parce que de volonté non plus de désescalader la situation, et on voit cette volonté de rentrer dans un rapport un peu de force. Quand le ministre de l'Intérieur a évoqué quelles sont les dispositions qu'aurait la France pour jouer en termes de levier diplomatique coercitif, il y avait la question des visas, que Darmanin, qui est maintenant ministre de la Justice, mais qui a été à l'Intérieur, a évoqué de manière un petit peu différente en évoquant plutôt la question de l'exemption de visa des personnes qui disposent d'un passeport diplomatique, pour dire ça ne va pas toucher les Algériens et les Algériennes ordinaires. Et il y a la question de l'accord de 1968, où on entend de façon de plus en plus audible
que la France devrait le dénoncer de manière unilatérale parce que il favoriserait de façon indue les Algériens et les Algériennes comparativement au régime commun. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur ces deux éléments. Le fait d'utiliser la mobilité ou l'absence de mobilité, les visas comme étant un instrument diplomatique dans des relations franco-algériennes, c'est pas la première fois. Vous vous rappelez peut-être de l'épisode de 2021 où la France avait annoncé, et là pas que dans un cadre strictement, enfin dans un cadre bilatéral, mais ça concernait d'autres pays aussi, ça concernait le Maroc et la Tunisie, face à ce qui était jugé comme étant de la mauvaise coopération dans l'établissement des laissez-passer consulaires, il y avait cette idée qu'il fallait réduire les visas pour pouvoir obtenir plus de laissez-passer consulaires pour pouvoir exécuter les OQTF, les obligations qui étaient le territoire. Donc c'est pas la première fois. Pour l'instant, il n'est pas exécuté, mais je voudrais revenir sur qu'est-ce que ça signifie exactement de faire ça. Parce que pour ce qui est de la mobilité de court séjour, moins de 90 jours, en réalité, elle dépend du droit communautaire, elle dépend de l'espace Schengen. Et d'ailleurs, il y a plein d'approches critiques des accords de Schengen, donc c'est pas pour dire que c'est des accords incroyables tels qu'ils sont, etc. Mais les procédures de demande de visa, elles ont vocation à estimer si une personne est un risque migratoire ou un risque sécuritaire pour les pays de l'État Schengen, et de sinon la laisser venir. Donc, et elle ne prévoit pas en tant que telle l'établissement de quotas, puisque si vous avez que des personnes qui ne se représentent pas un risque de sécurité et que des personnes qui n'ont pas l'intention de s'installer en France, normalement, elles pourraient toutes obtenir ce visa si elles ont l'intention de requitter le territoire. Donc c'est un détournement de cet instrument qu'est la politique de visa à d'autres fins. Et ça a un impact concret. Comment on le fait? C'est tout simplement en examinant différemment. C'est aussi de la politique au guichet. C'est en mettant d'autres circulaires, en examinant différemment les dossiers de façon plus ou moins stricte à certains moments. Et donc, on peut faire varier comme ça grandement les visas à qui on les établit. Et en effet, et je pense que c'est pour ça aussi que la position de Gérard Darmanin sur les passeports diplomatiques qui seraient plus exempts de visa et qui était un peu différente, bien que prolonger la parole du ministre de l'Intérieur, était de dire bon bah en fait sinon ça touche les gens ordinaires et c'est en effet ce que disent aussi les fonctionnaires européens qui sont en poste en Algérie, c'est qu'en fait, ça touche aussi les plus francophiles, les personnes qui ont l'habitude de voyager, il y a une forme d'arbitraire dans comment c'est exécuté. Et aussi, on peut se dire que par rapport au fait que c'est des visas Schengen, ça a un impact aussi pour les autres chancelleries. Dans le cadre de mes travaux de recherche, j'avais notamment fait des entretiens avec des personnes du consulat d'Italie et qui considèrent que quand la France resserre, eh ben, ce que ça impacte, c'est plus de dossiers de demande pour eux. Et donc que les gens font du visa shopping, qui vont aller dans d'autres partenaires. Et donc il y a toute cette réalité-là de qu'est-ce que ça signifie, etc. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a une grande variabilité à la fois du nombre de demandes et du taux de refus, qui parfois sont liés comme ça à des grands moments de crise politique. On utilise ça de façon explicite politiquement, mais ça peut être aussi lié tout simplement à qui est à la tête dans l'ambassade, à quelles sont les directions politiques qui sont données. Et pour le coup, l'ambassadeur de France, Xavier Driancourt, qui a été très vocal ces derniers temps, notamment sur l'accord de 68, j'avais eu de la chance, et je l'en remercie, d'avoir un entretien avec lui quand il était revenu à Alger, estimait que son prédécesseur avait été trop laxiste sur les politiques de visa, et donc qu'il fallait absolument les resserrer. Donc ça peut aussi juste en donnant au chef de service des visas la consigne d'inspecter les dossiers de façon beaucoup plus stricte, vous avez des effets de facto sur la mobilité, et c'est problématique pour l'ensemble, c'est problématique pour la relation franco-algérienne. Et celle-ci, je parle de relation franco-algérienne pas par le haut, parce que mais comme les géographes le disent, de la diplomatie par le bas, c'est-à-dire les relations franco-algériennes par les gens ordinaires qui œuvrent. Et donc c'est savoir qui c'est que ça impacte justement. Juste pour aussi continuer sur la question de la mobilité et sur l'immigration et la manière dont c'est instrumentalisé dans les relations franco-algériennes, l'accord de 68. Depuis que je travaille sur les questions migratoires et sur l'Algérie, cet accord 68 est constamment mentionné comme étant quelque chose qui doit être remis en cause.
Et c'est pas comme s'il ne l'avait jamais été. Il y a des avenants. Il n'est pas tel quel comme il avait été signé en 1968. Bien sûr, il a eu des avenants. Cet accord, il faut aussi le réinscrire dans son histoire, qui est celle qui vient succéder qui vient s'ajouter aux accords d'Évian, et que en réalité, il était une restriction par rapport aux accords d'Évian de ce qui était possible, parce que les accords d'Évian en fait maintenaient la liberté de circulation entre la France et l'Algérie. Et que depuis, le droit des étrangers en France a beaucoup changé. Et donc, s'il y a des spécificités algériennes, eh bien, en réalité, sur certains statuts, notamment par exemple sur le statut étudiant, les Algériens sont moins bien lotis que l'ensemble des étudiants étrangers. Donc, ce n'est pas que de la plus-value. Par contre, on voit bien que l'Algérie utilise cet accord symboliquement très fort. Donc, en faisant de la rétention, de renégocier cet accord. Et comme l'Algérie est aussi un pays diplomatiquement qui va, et ça on le voit par rapport à d'autres pays voisins notamment, privilégier constamment les relations bilatérales par rapport au partenariat multilatéral. Par exemple, sur les questions de migration et mobilité, il y a des partenariats pour la mobilité avec les pays voisins, il n'y en a pas avec l'Algérie. Et donc, je pense que l'une des raisons qui explique qu'il est autant brandi aussi, c'est parce qu'il joue un rôle autant réel, mais encore plus que réel, il joue un rôle très fort symbolique dans ces relations franco-algériennes, que d'une part, que certains acteurs veulent normaliser, mais qu'ils ne peuvent pas être totalement normales. Enfin, ici, on prend le bout de ces relations franco-algériennes aussi par le bout français, cette fois. L'un des éléments aussi que je voulais mettre en avant, c'est qu'on a tendance un peu à réifier les acteurs. Et donc là, depuis tout à l'heure, à mauvais escient, je vous dis l'Algérie et la France. Comme s'il n'y avait pas de multiples acteurs avec des positions différenciées en Algérie et en France. Et ça, pour le coup, c'est une fausseté empirique, et je pense qu'il faut y prêter attention. C'est assez constant, pour le coup. Je reviendrai, dans les matériaux de recherche que j'avais explorés, il y avait également les archives diplomatiques qui sont à la Courneuve. Et malheureusement, c'est une histoire qui ne peut être qu'asymétrique parce que l'Algérie étant un régime autoritaire, on n'a pas la chance de pouvoir accéder aux archives diplomatiques algériennes pour pouvoir faire une histoire à deux voix. Donc, on peut faire qu'une histoire qui se raconte par les archives diplomatiques françaises. Et dans ces archives diplomatiques, notamment à des moments clés, notamment au moment d'échange de ce fameux échange de lettres qui impose aux Algériens et aux Algériennes la nécessité d'avoir un visa pour venir en Algérie. Donc, on est à la fin des années 80. On voit deux sons de cloche très différents qui s'expriment, et c'est celui du ministère des Affaires étrangères par rapport au ministère de l'Intérieur. Et le ministère des Affaires étrangères, pour le coup, quand cette imposition du visa était en train de se discuter, était en train de prêcher contre l'imposition des visas dans les papiers intérieurs. Alors aujourd'hui, on n'a pas des positions qui sont complètement différenciées sur cette question-là, mais la question des visas reste une question qui institutionnellement du côté français peut être problématique parce que de facto elle est exécutée par le ministère des Affaires étrangères qui a les consulats, les directions des visas, etc. Mais elle n'est pas décidée principalement par lui puisqu'elle est beaucoup décidée par le ministère de l'Intérieur aussi, qui doit la mettre en... et donc, on voit là que, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, aussi parce qu'il est d'une autre couleur politique, c'est aussi la réalité du gouvernement français actuel, n'a pas le même son de cloche exactement que le ministère de l'Intérieur. Et donc, quand on voit cette relation franco-algérienne, on voit que elle n'est pas non plus que avec des acteurs qui veulent absolument s'opposer, faire une escalade, rentrer dans un bras de fer constant, etc. Pour finir, parce que je vois que Jean-Paul me regarde insistément, donc je comprends. Pour finir, sur cette question-là et sur la coopération, c'est vrai qu'il y a des points de crispation et à chaque fois, on veut ramener la coopération et les relations franco-algériennes à quelques points saillants de tension, notamment les OQTF, mais en réalité, cette relation, elle est plurielle, elle est faite de nombreux acteurs, des acteurs étatiques, mais aussi, bien entendu, des acteurs non étatiques. Elle est aussi faite par le bas. Et aussi, je pense, et ça c'est aussi un petit peu de wishful thinking, j'espère aussi en partie que les deux acteurs savent être pragmatiques sur certaines questions et sur certaines questions où la coopération est cruciale, et notamment sur des questions qui concernent la sécurité des deux États. Et le fait, par exemple, que le directeur de la DGSE soit parti en Algérie dernièrement est plutôt un signe, pour moi, du fait que la coopération ne peut pas s'arrêter complètement sur plein de points techniques. Et donc, malgré finalement tous les... je veux dire, il faut prendre les discours
et ce qui se donne à voir et ce qui est médiatisé de la relation franco-algérienne de façon très au sérieux, mais il faut pas non plus penser que d'un coup, parce qu'il y a eu retrait d'ambassadeurs, parce qu'il y a eu des déclarations dans un sens ou dans l'autre, tout s'est arrêté dans la coopération franco-algérienne du jour au lendemain. On a donc un peu de temps maintenant pour écouter les questions, les remarques, aussi bien donc en présentiel. Bah, on va d'abord essayer. Oui, on va y venir parce que je pense que c'est un sujet majeur et si je vous ai interpellé, effectivement, vous vous rappeliez. Alors à ce moment-là, s'il n'y a pas de questions, bah, je vais poser la mienne. Et enfin, je vais revenir sur la mienne, c'est-à-dire celle à laquelle vous vouliez répondre, c'est-à-dire la question du statut du droit. Enfin, c'est toute une question très compliquée, mais je vous en prie, allez-y. Oui, alors merci pour cette question parce qu'elle est vraiment très importante. En fait, il y a un peu cette idée commune qu'on a tous, hein, que ce soit en Algérie ou que ce soit en France, ça je l'ai remarqué des deux côtés de la Méditerranée, cette idée que le droit c'est nécessairement positif, que la loi elle est l'expression de la volonté générale, une constitution c'est fait pour séparer les pouvoirs. En réalité, il existe différentes conceptions du droit. Et en Algérie, je vais peut-être choquer, mais on est dans une certaine mesure dans un état de droit, mais un état de droit formel, qui ne respecte pas le rule of law, un état de droit formel et non substantiel, c'est-à-dire un état marqué par le rule, non pas of law, mais by law. C'est-à-dire le droit comme l'un des mécanismes de l'autoritarisme. Je vais m'expliquer tout de suite dessus. Hein. Finalement, vous avez cette idée au XVIIIe siècle pour le droit constitutionnel, hein, que cette idéologie donc constitutionnaliste, hein, qui va être consacrée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est cette idée que donc pour permettre les droits et libertés, il faut séparer les pouvoirs. Vous voyez, c'est un peu l'idée de Montesquieu, même s'il n'a jamais utilisé l'expression séparation des pouvoirs, mais qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc, il faut une constitution écrite dans laquelle les pouvoirs vont être séparés. Sauf que cette conception finalement du constitutionnalisme tel qu'il a émergé tout au long du XVIIIe siècle, eh bien, elle va être remise en cause, hein, sans aller très loin, restons en France, hein, 1799, coup d'État du général Bonaparte, il nous pond une constitution, celle de l'an 8, qui est une constitution très claire. Il n'y a pas de distinguo entre le texte et la pratique. Le premier consul a les pleins pouvoirs. Le Parlement perd son initiative législative qui est transmise au pouvoir exécutif. Donc c'est très clair, on est dans un État autoritaire marqué par une confusion des pouvoirs au profit du premier consul, de l'exécutif. Et il suffit de lire la Constitution, il ne faut pas aller très loin. Bon. Et dans le cadre algérien, en fait, ça va se refléter par... moi, j'aime beaucoup un concept d'un politologue américain, qui est Nathan Brown, qui parle de constitution non constitutionnaliste, finalement, des constitutions qui ou bien rejettent ouvertement ou bien indirectement cette idée de constitutionnalisme, cette idée de séparation des pouvoirs. C'est quoi une constitution non constitutionnaliste? C'est bien une constitution écrite, mais une constitution qui n'est pas faite pour séparer les pouvoirs, permettre les droits et libertés, etc. Une constitution qui est faite, en fait, pour permettre une confusion des pouvoirs, en fait, pour constitutionnaliser la confusion des pouvoirs au profit du sultan, au profit du roi, au profit du président de la République, au profit de l'armée ou que sais-je. Une constitution qui est là aussi, ce qu'on appelle parfois les constitutions programmes, pour affirmer une idéologie, hein, par exemple l'option socialiste, ou une constitution, ou l'islam religion de l'État, etc., ou une constitution, donc troisième élément, qui est là pour marquer une souveraineté. Finalement, à peu près les différents États qui ont acquis leur indépendance dans les années 40, 50, 60, en Afrique ou en Asie ou ailleurs, ont tous une constitution finalement, hein, une constitution écrite, mais pas nécessairement dans le sens de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, etc., mais une constitution qui est un symbole de souveraineté. On a une constitution, c'est-à-dire qu'on est indépendant, on a notre drapeau, on a notre hymne national, on a notre constitution. Et en Algérie, après l'indépendance, très clairement, le constitutionnalisme a été ouvertement rejeté dans les constitutions de 63 et de 76. Nous ne sommes ni un régime présidentiel, ni un régime parlementaire, c'est-à-dire fondé sur le principe de séparation des pouvoirs, ce que disait le préambule de la Constitution 63, puisque nous avons une option socialiste et un parti unique. Donc, nous rejetons le principe de séparation des pouvoirs. Confusion des pouvoirs au profit du parti unique. En réalité, le président Ben Bella, donc en 1963. Puis en 1976, on réitère cette idée-là. D'ailleurs, on ne parle pas de pouvoir dans la Constitution 76, mais de fonction. Néanmoins, l'Algérie va s'ouvrir en 89, donc ouverture démocratique. Et désormais, on va parler de pouvoir. Oui, mais en réalité, reconnaissance du principe de séparation des pouvoirs qui est totalement formel. En fait, je m'explique. Déjà, vous regardez la constitution tunisienne de 1959, celle du président Bourguiba, elle reconnaissait formellement le principe de séparation des pouvoirs, et pour autant, le président de la République, qui était irresponsable et politiquement et pénalement, avait pratiquement les pleins pouvoirs dans cette constitution.
Et la Constitution de 1989 d'ouverture démocratique, on reconnaît, c'est le Conseil constitutionnel qui va reconnaître en premier, le principe de séparation des pouvoirs, mais en réalité, le président de la République conserve à peu près l'essentiel des pouvoirs qu'avait le colonel Boumedienne dans la Constitution de 1976. C'est ce qui va d'ailleurs plus ou moins permettre l'arrêt du processus électoral en 1992. Concentration des pouvoirs qui va être renforcée en 1996 à travers l'introduction d'une chambre haute, le Conseil de la Nation, dont un tiers des membres sont nommés par le président de la République, ce qui constitue un veto indirect du président de la République par-delà le droit de veto dont il dispose déjà dans la Constitution. Et autoritarisme qui va être par ailleurs approfondi donc en 2020, cette fois-ci pour reconnaître de jure le pouvoir finalement qu'avait jusque-là de facto l'armée. Donc cette idée de constitution non constitutionnaliste, une constitution qui n'est pas là donc finalement pour permettre la démocratie, les droits de l'homme, le pluralisme, et qui est là pour consacrer un état de fait autoritaire. Et ce qui se ressent par ailleurs dans les droits et libertés, à travers une constitution permissive par ailleurs, c'est-à-dire qui proclame à chaque fois certains principes, mais qui proclame pratiquement aussitôt, parfois dans le même article ou dans d'autres dispositions plus ou moins cachées vers la fin de la Constitution, ou qui proclame aussitôt une exception au principe proclamé. Par exemple, dans l'affaire Drarni, Khaled Drarni, il a aussi été condamné pour incitation directe à un troupement de l'armée. Alors, sans doute, ses avocats, dans le procès, ont sorti le principe constitutionnel reconnu en 2016 de la liberté de manifestation pacifique. Et les juges ont dit, ah ben oui, effectivement, dans la Constitution, il y a écrit liberté de manifestation pacifique. Ils ont précisé, selon la loi. Selon la loi. C'est ce qu'il y avait écrit dans la Constitution, effectivement. Et la loi, c'était celle de 1991, qui prévoyait qu'il fallait une autorisation préalable pour manifester, donc condamnation. Donc, vous voyez cette idée de constitution autoritaire, de non-constitutionnalisme, qu'on trouve qui n'est pas propre à l'Algérie par ailleurs, qu'on trouve dans plusieurs autres constitutions. Parfois, rejet du constitutionnalisme qui est express, qui est vraiment constitution de 63 et de 76, ou parfois qui est plus subtil, et c'est ce qu'on trouve finalement dans les constitutions africaines ou moyen-orientales, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent tous désormais officiellement le multipartisme, la séparation des pouvoirs, les droits humains, etc. Mais presque systématiquement en prévoyant des exceptions si vagues qu'elles permettent de vider ces principes de leur substance, et par ailleurs en réalité en consacrant une confusion des pouvoirs au profit du roi, du président de la République, etc. C'est-à-dire une reconnaissance formelle du principe de séparation des pouvoirs, mais sur un plan substantiel en réalité une confusion des pouvoirs. Regarde, tu veux dire quelques mots là-dessus aussi, non ? La question du droit. Je sais pas, je te pose la question si tu veux compléter ou discuter. Non, mais ce qui est intéressant en Algérie, c'est aussi que, en fait, parfois, à la fois, à certains moments, il y a et sur certains éléments, il y a une grande distance entre le formel et le pratique, et donc on met le droit à distance, mais d'autres fois, on remobilise pleinement le droit pour essayer de construire ce régime autoritaire. Et il y a à la fois le droit dans le texte, mais il y a aussi toute la question de l'appareil judiciaire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment du Hirak, il y avait eu un dessin d'un caricaturiste qui était celui de Nîmes, et qui était une critique assez explicite de la justice du coup de fil, de la justice et qui lui avait valu justement une arrestation. Et donc cette question-là est que au moment du Hirak, il y a à la fois eu ces mobilisations collectives, ces mobilisations intersectorielles du vendredi, mais il y a eu aussi des mobilisations plus sectorielles. Alors il y a eu les journalistes, qui ont manifesté pour avoir le droit de couvrir les événements, etc. Mais il y a eu aussi des avocats et des juges en partie qui se sont mobilisés, et on voit bien que cette question de la pratique et des différents tribunaux et de comment ils exécutent, et aussi la rapidité à laquelle parfois les dispositions peuvent être exécutées, on voit bien cette instrumentalisation à la fois du droit dans son texte, mais aussi du personnel, des personnes qui sont appliquées et qui sont chargées d'appliquer ce droit. Bien, je reviens maintenant vers vous. Je vous en prie. Vous attendez un micro parce que comme nous sommes aussi en ligne, il faut qu'on puisse vous entendre. Ah ben là, très bien. Parce que le prochain coup, c'est pour vous. Allez-y. Pas de problème. Je vous en prie, monsieur. Je vous remercie en premier lieu. Des questions pas trop longues, mais allez-y. Ça va être très rapide. Déjà, en premier lieu, je voulais vous remercier pour vos interventions. Ce fut très passionnant. J'ai une question pour... Vous avez notamment mentionné le fait que, en somme, si j'ai bien compris, que la constitution algérienne avait une valeur constitutionnelle sans l'être. Vous avez mentionné le fait tout à l'heure qu'une loi pouvait faire exception à la constitution. Il n'y a pas de sécurité juridique, il n'y a pas de hiérarchie des normes en Algérie. Alors effectivement, la constitution
Constitution est la norme suprême, et l'Algérie, par ailleurs, reconnaît la supériorité du droit international depuis 1989 sur les lois internes. Et le Conseil constitutionnel avait, dès sa toute première décision du 20 août 1989, demandé à ce que les lois internes contraires aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie soient écartées, très clairement. Oui, vous allez voir comment ça marche. Par exemple, sur le plan du droit conventionnel. L'Algérie a ratifié pratiquement tous les traités relatifs aux droits humains, notamment le pacte de 1966 relatif aux droits, le PIDCP, aux droits civils et politiques. Alors, comment ça marche? Concrètement, en fait, l'Algérie s'est engagée à appliquer le pacte de 1966. Elle ne s'est pas engagée à appliquer la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui n'a pas de valeur impérative. C'est-à-dire, je m'explique, le pacte de 1966, il date donc, comme son nom l'indique, de 1966, c'est-à-dire d'une période marquée par la guerre froide, et il est en quelque sorte un compromis entre le camp de l'Ouest et le camp de l'Est. Et quand vous le lisez, en réalité, vous allez remarquer qu'il proclame un certain nombre de principes qui prévoient aussi des exceptions qui parfois sont elles-mêmes extrêmement vagues. Par exemple, le principe de liberté d'expression, tel que proclamé donc par l'article 19 du PIDCP, donc un principe assez large. Eh bien, troisième paragraphe, vous avez une exception, et quand vous lisez l'exception, elle est assez large, elle comprend même la moralité publique, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que la moralité publique? Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est que en fait, on se rend compte, par exemple, dans l'affaire Jabel Khair, donc l'islamologue condamné pour délit de blasphème en première instance à 2 années de prison, si je me trompe, 2 ou 3 années, je ne me souviens plus, 2 années, je crois, mais en tout cas relaxé en appel, une exception de la constitutionnalité tentée, etc. Et la Cour suprême a rejeté l'exception de la constitutionnalité sur la question du délit de blasphème, en considérant non seulement que certes, il y avait liberté d'opinion dans la Constitution, liberté de recherche scientifique, liberté d'expression, mais que ces libertés n'étaient pas absolues, ce qui n'est pas vrai en réalité pour la liberté d'opinion, puisqu'une liberté du fort intérieur, mais peu importe. Mais qu'elle n'était pas illimitée, et que notamment elle pouvait être restreinte par le nouvel article 34, la sécurité, l'ordre public et les consciences nationales. Et puis elle est revenue sur la question du droit conventionnel, et elle a cité l'article 19 du PDCP sur la liberté donc d'expression. Elle a dit oui, bien sûr, liberté d'expression. Oui, mais il y a des exceptions à cette liberté d'expression. C'est le 3e paragraphe de l'article 19 et qui prévoit notamment, je vous avais dit, cette exception de la moralité publique. Alors, quand vous reliez la moralité publique du paragraphe 3 du PIDCP aux constantes nationales de l'article 34 de la dernière révision constitutionnelle de 2020, voilà, les jeux sont faits en quelque sorte. Et vous voyez comment on joue sur le droit en quelque sorte. État de droit formel, effectivement, là, de ce point de vue-là. Bon, par contre, on ne suit pas du tout la jurisprudence du Comité des droits de l'homme qui est venu préciser, qui est venu circonscrire et préciser les conditions qui permettent de déroger en fait aux droits et libertés proclamés par donc le pacte de 66. Et donc en fait on a ce jeu sur le droit qui est quasi constant, mais je vous ai donné cet exemple encore une fois tout à l'heure. Donc non seulement maintenant, donc vous avez le vague renvoi à la loi. Le vague renvoi à la loi. Ça, c'est quelque chose qui, dès le XVIIIe siècle, on va aller très loin, mais Jérémy Bentham, par exemple, dans sa critique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il constate quoi dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Il constate article 10, donc liberté d'opinion, même religieuse. Merveilleux. Révolutionnaire, 1789. Ah oui, mais dans le cadre de la loi du respect de l'ordre public. Ce que vous dit à peu près de tête, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il vous dit, oui, mais donc à l'époque de Louis XIV, l'abolition de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau, pour Louis XIV, oui, c'était pour préserver l'ordre public du royaume de France, une seule religion. Et que donc on pourrait, vous voyez, au nom de cette exception de l'ordre public, du renvoi à la loi, etc., on peut justifier tout et n'importe quoi et vider de sa substance le principe assez proclamé. Alors juste, je me permets, parce que justement la question est vraiment très intéressante. L'Algérie, en fait, dans cette première jurisprudence du 20 août 1789, à l'époque où vous avez une ouverture démocratique par le haut, le Conseil constitutionnel avait mis des conditions à cette restriction des droits et libertés. Notamment, il est possible de déroger donc aux droits et libertés, effectivement, mais ça c'est généralement à peu près le cas dans tous les pays, les libertés ne sont pas absolues, mais dans la mesure d'une société démocratique, dans la mesure de la nécessité de la proportionnalité, des principes de nécessité et de proportionnalité, des garde-fous en quelque sorte, qu'on ne retrouve pas dans la Constitution algérienne, soit dit en passant. Le problème, c'est que ces garde-fous, dans la jurisprudence, par exemple, répressive du Hirak, on ne les retrouve pas appliqués.
Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Et pour terminer, oui, juste sur l'indépendance de la justice, parce que c'est très important aussi, ça participe aussi de la répression du Irak. Alors la dernière révision constitutionnelle, elle proclame donc désormais l'inamovibilité des juges. Génial. Donc l'indépendance de la justice dans le cadre de la loi. Et on a une loi de 2004 sur le statut de la magistrature qui nous parle, alors j'ai plus le terme exact, elle ne parle pas d'inamovibilité des juges à ce moment-là, elle parle de stabilité des juges, j'ai plus le terme exact. Mais grosso modo, les juges peuvent jouir d'une stabilité après un délai de 10 ans. Et que par ailleurs, pour les besoins du service, ils peuvent être déplacés. Alors vous imaginez qu'un juge, dans une affaire de détenu d'opinion du Hirak, qui a une affaire en face de lui, qu'il sait être politique, le risque, si il ne condamne pas le prévenu qui lui est présenté, le risque, c'est quoi? S'il ne bénéficie pas des 10 années d'expérience, c'est la stabilité, si je me trompe un peu, j'ai plus le terme, s'il ne dispose pas des 10 années d'expérience, il risque d'être déplacé, muté au fin fond du Sahara par exemple, et quand bien même d'ailleurs pour les besoins du service, mais c'est un peu vague, il peut être aussi déplacé. Donc vous voyez, vous avez mais on reste toujours dans le cadre de la loi, dit en passant. Là, c'est le statut de la magistrature. Eh bien, vous avez des menaces en quelque sorte indirectes qui pèsent sur les juges. Vous voyez? Et donc, un état de droit formel, mais au niveau du rule of law, c'est pas vraiment ça. Ce qui est essentiel de faire quand même, c'est le processus de production normative. Comment c'est produit tout ça? C'est là que ça se joue. Et donc, c'est dans un rapport de domination que ça se joue. Ça doit se jouer à quelques personnels au sein d'un régime qui ont la possibilité de produire du droit dans les conditions que vous dites. Et c'est ça qui est intéressant. Que ce que vous dites sur le principe, les exceptions qui finalement dévitalisent le principe en question pour finalement en faire qu'est-ce qu'ils veulent, c'est forcément des gens qui ont pensé ça en amont et c'est habillé par le droit avec sa fonction coercitive ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est la dimension politique de la production normative. Et ces quelques personnages, c'est là que ça joue. Et ça joue sans doute toujours aux mêmes endroits du système. Non? Je peux dire juste un mot là-dessus, je me permets juste parce que ça c'est. Mais après, ça pose la question de la légitimité effectivement des normes, parce que la loi est l'expression de la volonté générale. Bon, oui, encore faut-il qu'elle soit l'expression de la volonté générale. C'est la blague. Et bon, voilà. Et qui écrit la loi et qui écrit d'abord la loi fondamentale en Algérie? Bon, aucune loi fondamentale algérienne n'a été écrite par une assemblée constituante. Il y en a une après l'indépendance et finalement la Constitution a été adoptée dans une salle de cinéma par des cadres du FLN choisis par le président Ben Bella, qui avait suscité justement la protestation de Ferhat Abbas. On ne constitue pas une constitution dans une salle de cinéma, il démissionnera quelque temps plus tard et il sera emprisonné quelque temps après. Les constitutions ont toujours été le fait de comités d'experts en Algérie, de comités d'experts secrets ou de comités publics, comités d'experts choisis par le président de la République. Or, vous le savez, tout homme qui a du pouvoir est porté en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites, nous disait Montesquieu au XVIIIe siècle. Et le problème, c'est qu'un homme qui a les pleins pouvoirs, s'auto-limiter de lui-même, c'est quelque chose d'un peu naïf, en quelque sorte. Et le problème, ça c'est un problème qui s'est posé durant la période du Irak, parce qu'il y avait cette revendication du 7-8 contre le 102, la transition démocratique. Ça, c'était quelque chose d'assez commun. Mais ensuite, la question qui se posait dans le Irak et qui divisait le Irak, c'était, mais qui va réécrire la Constitution? Et là, les choses n'étaient pas claires du tout. Là, il y avait de vraies oppositions au sein du Irak. Va-t-on finalement, au terme d'une transition démocratique, réélire un président de la République et c'est lui qui nommera un comité d'experts, etc. Va-t-on vers une conférence nationale inclusive, entre guillemets, une conférence nationale cooptée, une en élue qui réécrira la Constitution, ou est-ce une assemblée constituante démocratiquement élue d'écrire la Constitution? Et là, finalement, on va voir surgir dans ce Irak, paradoxalement, malgré cette revendication du 7 et du 8, de la souveraineté populaire, qui est absolument fondamentale, la peur de la démocratie. La peur de la démocratie parce que certains vont vous dire « Ah oui, mais si on va vers une assemblée constituante, les islamistes vont prendre le pouvoir. » Et d'autres vont vous dire « Ah, si on va vers une assemblée constituante, ça va être la laïcité. » Bon. Et on va remettre en cause les constantes nationales, etc., etc. Et une peur de la démocratie, notamment d'après le précédent 1991, où le Front islamique du salut avait été en passe au deuxième tour d'avoir la majorité absolue donc des députés à l'Assemblée populaire nationale. Et alors avec ce paradoxe vraiment absolument extraordinaire, qui est que ceux qui défendaient l'élection d'un président de la République contre l'Assemblée constituante, mais si les islamistes sont majoritaires dans une Assemblée constituante, lors d'une élection présidentielle, vous aurez Morsi, le Morsi algérien. Mais l'idée était un peu en fait en sous-entendu quand vous étudiez les parcours,
l'historique des tenants généralement de cette position, celle de l'élection d'un président de la République. L'idée, c'est celle d'une démocratie contrôlée, parce qu'effectivement, les conditions pour être président de la République sont telles que ça permet de faire un tri préalable quant à ceux qui se présentent, et donc finalement, on n'aura pas un Morsi algérien, mais on aura quelqu'un de plus présentable, entre guillemets, selon les intéressés. C'est finalement l'idée d'une démocratie contrôlée contre l'Assemblée constituante, mais au risque que tout homme qui a du pouvoir est porté en abusé, va jusqu'à ce qu'il trouve des limites, et au risque d'une constitution autoritaire. Je rappelle juste qu'un certain pays voisin de l'Algérie, qui avait connu une transition démocratique en 2011, une assemblée constituante, quelque chose d'absolument extraordinaire, unique dans la région finalement, la seule expérience qui avait marché pendant en tout cas une dizaine d'années. Bien, ils ont fait élire un président de la République au suffrage universel direct, réellement élu, élu en 2019, si je ne me trompe pas. Bon, 3 ans plus tard, vous vous souvenez de Napoléon Bonaparte, 3 ans plus tard, il est plein pouvoir en vertu de l'article 80 de la Constitution, qui ne respecte pas par ailleurs de 2014, il fait dissoudre le Parlement, il fait réécrire la Constitution par son comité d'experts, puis par lui-même, il l'a fait adopter par plébiscite, comme le prince-président, 1851-1852, et finalement, fin de la démocratie, par un président élu, réellement élu démocratiquement. Donc voilà un peu la question de la légitimité du droit. Ça, c'est la légitimité du droit constitutionnel. C'est la question de savoir qui a le pouvoir constituant. Mais une fois qu'on a réglé cette question, si on l'a réglée, il y a la question du processus de production des normes législatives. Et c'est là où je veux dire qu'il y a un point absolument essentiel, parce que finalement, c'est de là que sortent tous les éléments que vous avez évoqués. Bonsoir à tous. Ma question est comment est-ce qu'aujourd'hui les relations franco-algériennes impactent la vie et le quotidien de la diaspora algérienne en France? Oui, on vous demande pas mal d'efforts, on vous balade un petit peu d'un sujet à un autre sujet très différent. Pour ce qui est de l'impact, peut-être je reprendrai un peu les termes de la question, savoir est-ce qu'il existe, et là sans rentrer sur des débats théoriques sur qu'est-ce que c'est qu'une diaspora, est-ce qu'il existe, là au-delà du terme diaspora en lui-même, c'est l'unicité des Algériens de France que je remettrai un petit peu en question, puisque il y a une très grande pluralité. Et d'ailleurs, à travers cet épisode sur les réseaux sociaux, d'appel à la violence, etc., on voit qu'il y a pas une communauté algérienne en France, il y a une pluralité d'acteurs, de personnes d'origine algérienne, et surtout, en fait, c'est lié à toute l'histoire de l'immigration algérienne en France, qui est une histoire longue, qui est une histoire riche, qui est une histoire qui ne date pas d'hier. Et donc, quand on parle des Algériens de France, on parle à la fois de personnes dont les parents ou les grands-parents peut-être sont nés en Algérie, et d'autres qui sont arrivés à l'âge adulte. On parle aussi d'immigration que ma famille incarne, c'est celle des années 90, celle qui a eu lieu durant la décennie noire. Et donc, c'est une pluralité à la fois en termes socio-économiques, en termes de statut, en termes de positionnement politique. Donc là-dessus, il n'y a pas une seule communauté algérienne qui aurait une position unique. Savoir comment les personnes elles sont impactées, et je pense aussi que c'est intéressant parce que dans le discours politique français, certains acteurs, mais pas tous, portent cette question-là en réalité ça va impacter aussi des Français, puisque une partie de ces Algériens de France sont Français aussi, et donc là-dessus ça a des impacts très concrets, qui peuvent paraître un petit peu anecdotiques, mais qui sont réels, parce que quand on a une partie de sa famille dans un pays, une autre partie de la famille dans un pays, eh bien ça nécessite de voyager. Et donc si vous avez d'un coup le robinet qui se ferme pour les politiques de visa, c'est des voyages qui peuvent pas se faire, des rencontres qui peuvent pas se faire, des petits enfants qu'on peut pas embrasser, etc., etc. Donc ça a un impact réel. Ça peut avoir aussi, moi, j'avais aussi dans le cadre de mon travail, là, c'est pas tant sur l'impact des Algériens qui sont d'ores et déjà en France, mais j'avais fait pas mal d'enquêtes de terrain devant les entreprises d'externalisation à laquelle la France externalise une partie du processus de demande de visa, c'est-à-dire vraiment le dépôt de dossier, et savoir comment on vit ce dossier administratif et comment on lit ces réponses qu'on reçoit, mais surtout comment le fait de refermer ou pas refermer à certains moments le robinet, notamment à un moment il y a eu une fermeture il y a eu beaucoup plus de rigidité dans l'examen de dossier des personnes étudiantes qui avaient pourtant passé toutes les étapes, Campus France, etc. Donc qui avait une admission dans une université française et qui ne pouvaient pas obtenir le visa, et c'est vrai que c'est pas, enfin légalement là ils ont tout à fait le droit, c'est souverain le visa, il a tout à fait le droit, la France a tout à fait le droit de le refuser, mais il y avait eu un changement dans la manière dont on examinait par exemple les conditions financières,
parce qu'auparavant, il y avait un peu plus de latitude en se disant, un étudiant ou une étudiante peut avoir un petit job, par exemple, à côté. Donc, même si toutes les conditions financières ne sont pas réunies, on va quand même, une personne qui a fait toutes les étapes, obtenir le visa. Et donc, voilà, c'est des projets qui sont avortés. Et donc, ça a un impact très concret sur des gens qui, parfois, c'est des projets qui se sont dessinés sur le temps long. Comment sortir de la crise franco-algérienne dans le climat hystérique d'aujourd'hui, et qu'attendent le gouvernement et la population algérienne de la part de la France? Oui, c'est pour moi. Honnêtement, là, je pense que en réalité, en effet, c'est pas. Je sais pas si, en tout cas, le débat est très chargé des côtés, et aussi parce que c'est des politiques intérieures. C'est en partie des enjeux de politique intérieure pour les deux acteurs qui sont pris à partie. On voit bien en France comment une partie du paysage politique se ressaisit complètement de cette question pour se légitimer, etc. Et c'est pareil, il y a une instrumentalisation de cette question de la part du régime algérien. Je pense que c'est vraiment le moment où en fait le pragmatisme aura raison de la rhétorique la plus offensive, mais qu'il n'y aura pas d'amélioration immédiate et complète de la situation dans les relations franco-algériennes. Je pense que ça va être peut-être pas aussi, là on est dans un moment particulièrement saillant parce que c'est très médiatisé, que beaucoup de personnes et d'acteurs politiques prennent la parole sur la question, qu'il y a des discours politiques qui sont consacrés, etc. Mais il y a eu d'autres crises politiques très saillantes qui parfois finissent par redescendre. J'étais à Alger au moment de ce qui avait été nommé l'affaire Amina Bouraoui, par exemple. C'était un moment de forte tension dans les relations franco-algériennes, mais on n'est pas resté comme ça à ce pic de tension-là. Donc voilà, donc il y a quand même une sorte de possibilité que les choses se calment un petit peu, mais on va changer ni les réalités politiques algériennes, malheureusement, ni les réalités politiques de ce qu'est aussi les tensions et politiques en France, et donc que cette relation-là, elle va continuer à être un peu exceptionnelle dans ce qu'elle implique dans les deux pays. Bon, peut-être distinguer entre les relations entre gouvernement et entre peuples, parce que parfois les relations ont été au beau fixe entre la France et l'Algérie, sauf que vous vous souvenez par exemple du président Jacques Chirac, feu le président Jacques Chirac et feu le président Bouteflika. Au début, il y avait une certaine bonne entente, hein. Sauf que quand vous voyez le président Jacques Chirac arrivé en Algérie, aussitôt le président Bouteflika réélu à plus de 80% pour le féliciter de sa réélection. Alors là, effectivement, les relations entre les deux États sont au beau fixe. Et pour la population algérienne, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la France est derrière Bouteflika et sa réélection dès le premier tour à plus de 80%. Donc, parfois, ça peut poser des problèmes. Donc, peut-être penser par-delà les relations entre gouvernements et peut-être renvoyer dos à dos ces gouvernements aux relations entre peuple algérien et peuple français. Vaste programme. D'autres questions? Alors, monsieur, cette fois-ci, on vous donne la parole et après on reviendra. Il y en a d'autres questions en ligne? Non, alors, allons-y, monsieur, je vous en prie. La question est un peu complémentaire à celle de mon voisin. J'en avais pas conscience quand j'allais la poser. Alors, il avait posé la question: quel est l'impact réel sur la vie quotidienne des personnes? Ça me plaît bien votre approche qu'il faut séparer les populations et les gouvernements. Alors, ma question est: si jamais, pour des raisons notamment de politique intérieure française, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est réellement dénoncé, quel serait l'impact concret? Alors, en tant que praticien du droit, j'ai l'impression que les différences, parfois, le statut des Algériens et Algériennes est un peu plus favorable que dans le CESEDA, donc la loi commune sur l'immigration. Parfois, c'est moins, mais on jongle avec. Par exemple, si vous êtes étudiante algérienne, vous avez fini vos études, on ne va pas vous conseiller un changement de statut pour aller vers le salariat parce que là, c'est moins favorable que le CESEDA. Mais avoir vous dire, mettez-vous plutôt à votre compte parce que là, c'est plus favorable. Donc, on jongle, mais ça serait quand même un bouleversement. Mais je ne conçois pas qu'est-ce que ça donnerait. Quelle est votre idée que si le pouvoir français le faisait vraiment, sur quoi ça déboucherait? Peut-être avant que parce que c'est vrai que c'est toi l'expert du droit, mais là, je vais prendre ma casquette de co-responsable de la rédaction de l'année du Maghreb. Là, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, on a un article d'un juriste qui s'appelle Hossein Zegreb et qui a aussi écrit une tribune dans Le Monde cette semaine que vous pourrez retrouver, qui pour le coup a écrit tout un article sur la question de l'accord de 1968. La réalité des travaux scientifiques fait qu'en réalité, cet article a été écrit bien avant la crise diplomatique actuelle. Et où il se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire le dénoncer et qu'est-ce que ça veut dire juridiquement le dénoncer et qu'est-ce qui s'applique.
Et notamment l'un des points qui mentionne, qui est intéressant pour moi, et puis pour le coup je parle sous ta surveillance, Massensen, c'est de dire en fait qu'est-ce qui s'applique si on dénonce l'accord de 1968. En fait avant il y avait quelque chose qui prévoyait des choses en termes de liberté de circulation, c'était l'accord d'Évian de 1962 qui était beaucoup plus favorable. Donc savoir qu'est-ce qui s'applique exactement en cas de dénonciation, c'est déjà une petite question. Savoir aussi quel est l'impact en termes de droit international et d'un des partis qui dénonce. On voit qu'en France, il y a une partie des acteurs politiques portent très fort cette question de la dénonciation, d'autres qui la portent beaucoup moins fort, cette question de la dénonciation, et qui ne sont pas du tout dans cette ligne-là. Et ça, c'est la réalité du paysage. Mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, à la fois, il y a les accords, et il y a aussi, et ça, y compris dans des systèmes démocratiques dans le droit français, il y a aussi leur mise en application réelle. Et donc, il y a à savoir, même les dispositions, parfois de l'accord de 1968, les faire exister au jour le jour, c'est parfois un petit peu compliqué pour les personnes, parce qu'il y a des dossiers, des administrations, il y a une politique, je reprendrai le terme de Alexis Spire, il y a une politique au guichet aussi qui se fait, il y a des associations aussi qui accompagnent ces personnes-là, mais en réalité, c'est une dimension symbolique, historique très forte de dénoncer un accord, donc ça veut dire c'est un acte diplomatique très fort, mais pour les personnes impliquées, ça a des effets très différenciés. Pour les personnes impliquées, ça a des effets, et pour certains, en fait, la dénonciation des accords, ça peut faire rentrer dans un régime plutôt favorable, et pour d'autres, au contraire, non, elles y sont défavorables. Il n'y a pas un état absolu. Est-ce que c'est le désastre absolu pour les personnes si l'accord est dénoncé ? C'est pas comme si les politiques migratoires par ailleurs n'étaient pas restrictives. Il y a plein de choses qui sont mises en œuvre, donc c'est pas non plus un changement, je pense, complètement drastique. Et comme je l'ai aussi dit tout à l'heure, ce n'est pas comme si l'accord de 68 existait tel qu'il était en 68 et qu'il n'y a pas eu toute l'histoire politique depuis, quoi. Et donc quand on parle de 68, c'était même avant le coup d'arrêt de la main-d'œuvre des migrations de travail de 73, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi les replacer dans leur contexte, ces accords politiques. Oui, alors je n'ai rien à rajouter à ce que vient de dire Farida, et puis je vous renvoie à cet excellent article qui va bientôt paraître dans les lignes du Maghreb. Simplement, il y avait une question qui avait été posée sur la diaspora et l'état d'esprit de la diaspora. Je tiens à rappeler que justement, dans ce contexte répressif que je viens de vous présenter, il avait été question, donc en 2020 ou 2021, maintenant j'oublie les dates, je l'ai vu dans mes papiers, on avait présenté un projet de loi qui n'a pas été adopté, mais qui a créé la panique, de déchéance de la nationalité algérienne, cette fois-ci, la nationalité algérienne pour les Algériens, de déchéance de la nationalité algérienne pour ceux qui, depuis l'étranger, portaient atteinte à l'unité nationale. Alors vous avez vu comment l'unité nationale est interprétée dans la jurisprudence. Vous remettez en cause la légitimité du président de la République, qui est garant de l'unité nationale dans la Constitution. Dès lors, vous portez atteinte à l'unité nationale. Donc, c'est-à-dire qu'à peu près tous les militants du Irak à Paris ou à Montréal auraient pu se voir déchoir de leur nationalité algérienne. Ça signifiait ça, grosso modo. Et donc ça a participé de créer une panique, et ça a participé aussi de créer un reflux du Irak dans la diaspora, puisque la diaspora n'est pas directement touchée par la répression, parce qu'on est à l'étranger, on est en France, on est au Canada, mais indirectement par ce genre de dispositions. Et puis par ailleurs, en fait, la diaspora va être touchée par la répression, puisque un certain nombre de personnes, en fait, de façon indirecte, encore une fois, vous ne pouvez pas vous rendre au pays au risque de vous faire arrêter dès l'arrivée à l'aéroport. Et par ailleurs, un certain nombre de personnes de la diaspora vont être condamnées par contumace, qui a 20 ans de réclusion, qui a la peine de mort, etc., etc. Ce qui va participer donc d'un climat aussi délétère dans la diaspora sur le plan politique, d'une diaspora qui n'est pas incitée à se mobiliser pour son pays et pour le changement démocratique. J'aurais juste une question. Est-ce que le monde politique ou médiatique se rend compte que l'accord de 68 est littéralement, excusez-moi, un boulet pour les Algériens qui sont concernés? Et ma deuxième question, est-ce que ce monde politique ou médiatique se rend compte qu'à force de mettre des bâtons dans les roues pour les Algériens, ou même, on va dire globalement pour les étrangers qui sont résidents en France, c'est un désavantage par rapport au décrochage économique par rapport aux États-Unis ou à la Chine aussi? Alors, Vous partagez vaste. Alors, je pense que les dispositions réelles sont pour beaucoup fantasmées, et parce qu'elles sont instrumentalisées par une partie du paysage politique français, pour ne pas les nommer l'extrême droite, et donc on a l'impression qu'il est beaucoup plus favorable que le CESEDA. Or, ce n'est pas le cas.
Et si il est en effet favorable sur certaines dispositions, il est défavorable sur d'autres. Et donc ça la subtilité de l'accord, elle n'est pas... Après, moi, je serais quand même peut-être moins sévère en partie que vous, dans le sens où je pense pas qu'il existe un monde politico-médiatique. Il y a des acteurs politiques qui n'ont pas tous les mêmes positions, fort heureusement, mais aussi il y a aussi des médias qui n'ont pas forcément aussi les mêmes lignes éditoriales et c'est la réalité parce que aussi certains médias ont des affiliations politiques qui sont très connues et d'autres ne sont pas du tout dans cette ligne-là. Alors à la fois il y a des médias où on invite plein de porte-paroles qui assurent le débat, mais pour ne pas que jeter la pierre aux journalistes, j'ai beaucoup été contactée ces derniers temps à cause de et puis plein de journalistes étaient très préparés, connaissaient les dispositions des accords, donc on peut pas dire qu'ils ont tous une couverture qui est complètement biaisée et pas reconnue des questions migratoires et des questions migratoires en lien avec l'Algérie plus spécifiquement. Là aussi, sur les questions de l'économie, peut-être que je vais la prendre, cette question-là, vraiment plutôt sur à partir de mon expérience d'une politiste qui travaille sur les questions migratoires et qui travaille sur les questions migratoires dans ce qu'elles sont dans les relations internationales, mais aussi qu'est-ce qu'elles sont comme politique publique. En fait, historiquement, aujourd'hui, ça nous paraît un peu naturel. On a naturalisé le fait que c'est le ministère de l'Intérieur qui, en grande partie, décide les politiques d'immigration. En réalité, historiquement, par exemple, le ministère de l'économie a été un acteur beaucoup plus prégnant. Et dans les pays où les portefeuilles se distribuent différemment, en fait, on peut avoir des politiques migratoires beaucoup plus pragmatiques. Pendant longtemps, les politiques migratoires de fermeture et d'ouverture répondaient à des questions de situation économique. Et donc, quand vous aviez une crise économique, vous aviez une fermeture des frontières. C'est ce qui s'est passé au moment du coup d'arrêt de la main-d'œuvre de 1973. Et puis, après, il y a eu comme un décrochage du lien entre besoins effectifs de main-d'œuvre, notamment de main-d'œuvre dans certains secteurs, et politiques migratoires qui sont mises en œuvre. Et donc, vous avez eu des politiques migratoires qui étaient pas seulement restrictifs, qui étaient des politiques migratoires qui étaient des politiques migratoires de tri, indépendamment des besoins. Et c'est pour ça que ça crée des sortes de paradoxes. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout unique à la France, c'est le cas de beaucoup de pays européens et des pays d'Amérique du Nord. Et donc, c'est pour ça que vous avez des situations comme au moment du Brexit, le Royaume-Uni, qui, après le Brexit, et que beaucoup de travailleurs et de travailleuses précaires polonais repartent en Pologne, ce qui, pour beaucoup des porteurs de cette politique-là, était ce qui était voulu, on se rend compte que, en fait, ne serait-ce que pour des choses très concrètes, l'acheminement des main-d'œuvre, les routiers, en fait, il y en a plus. Et ça, c'est dans plein de domaines différents. Donc, il y a à la fois l'émigration comme une cause politique, et il y a aussi le côté pratique de l'immigration. Et c'est pour ça que dans le discours, pour ceux et celles d'entre vous qui sont comme moi algériens aussi, je pense que chacun d'entre nous a entendu dans sa vie une fois « t'es pas une Algérienne comme les autres », ce qui ne veut rien dire en réalité. C'est-à-dire toi, t'es une bonne immigrée, mais les autres immigrés ne sont pas des bons immigrés. Et quels sont les immigrés qui ne sont pas des bons immigrés pour le coup, et quels sont et donc cette question-là, il y a un manque de pragmatisme sur ces questions-là parce qu'elles sont instrumentalisées politiquement. Et pour le coup, on peut pas dire que les États-Unis, il n'y a pas aussi une instrumentalisation politique des questions migratoires, et on voit bien d'ailleurs que ça soit et puis on parle là des États-Unis de Trump avec une très forte instrumentalisation de la migration haïtienne pendant la campagne, de la migration mexicaine, donc on peut pas non plus les prendre comme fer de lance des politiques migratoires inclusives quand même. Alors déjà, je vous remercie pour vos interventions. J'aurais une question plutôt juridique à poser, parce que vous avez dit que la seule possibilité de se libérer de ce totalitarisme patent actuel est de renverser la figure présidentielle. Est-ce que vous pouvez rebondir sur la manière, sur le processus d'élection d'une figure présidentielle en Algérie et en quoi elle est discriminatoire? Oui, pas de souci. Vous avez le micro. Alors, j'ai pas exactement dit ça, mais vous avez en tout cas une constitution qui est verrouillée à la personne du président de la République. Alors effectivement, sur les discriminations qui existent dans la constitution algérienne à l'égard de la candidature donc du président de la République, alors ça a commencé dès l'indépendance, ça a commencé dès la constitution du cinéma majestique de 1963. Alors les seules conditions qui existaient initialement, c'était être d'origine algérienne, oui,
et avoir plus de 35 ans. Bon, ça c'était... Alors, quoique être d'origine algérienne, avec le Code de la nationalité de 1963 qui prévoyait que sont d'origine algérienne ceux qui sont de 2 ascendants de statut musulman, ça excluait en fait les Européens et les Juifs d'Algérie, qui étaient des Algériens par acquisition. En fait. Et puis, au passage, problème technique, apparemment Ben Bella serait d'origine marocaine, de ce qu'il a reconnu lui-même, donc il ne serait pas algérien d'origine, mais pourtant il a été élu président de la République. Bon, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, c'est une contradiction avec la Constitution 1963. La Constitution 1963, et on va rajouter une disposition, un amendement qui va être celle d'être de confession musulmane. Parce que vous pouvez être de statut juridique musulman et donc d'origine algérienne tout en étant chrétien durant l'époque coloniale, converti au christianisme. La famille Amrouche, par exemple, etc. Donc ça permet d'exclure les Algériens d'origine musulmane, mais de confession chrétienne. Donc ça, c'est 1963. Bon, après, ça va aller crescendo, notamment à partir de l'ouverture démocratique de 1989. Alors, il faut, depuis 1996, une épouse d'origine algérienne, une épouse de nationalité algérienne. On va rajouter en 2016 d'origine unique algérienne, par ses 2 parents, si bien que le colonel Boumedienne, dont l'épouse était de mère suisse, par exemple, eh bien le colonel Boumedienne aujourd'hui, qui est quand même le père fondateur de la Constitution algérienne, ne pourrait pas se présenter. Donc, conditions discriminatoires. Depuis 2016, il ne faut avoir joui que de la nationalité algérienne, c'est-à-dire que quand vous êtes binational, quand bien même vous perdriez votre autre nationalité, ce qu'ont tenté certains candidats, etc., vous ne pourrez jamais vous représenter. Vous ne pourrez jamais vous présenter à l'élection présidentielle algérienne, ce qui est une discrimination absolue. Encore, je vais vous en donner. En 2016, on a introduit une disposition pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir résidé de façon permanente depuis 10 ans sur le territoire national. Alors évidemment, quand vous êtes un opposant historique au régime et que effectivement vous ne vivez pas dans le pays, si possible, du genre Aït Ahmed, Boudiaf, etc., vous n'allez pas vous présenter. Bon, ils sont décédés à leur âme, mais j'allais dire, d'autres opposants politiques qui ne sont plus en Algérie, avec ce genre de disposition, ne se présenteront pas. Donc j'en passe, et des meilleurs, mais ce sont des dispositions donc discriminatoires et vraiment tout à fait, j'allais dire, parmi les plus discriminatoires au monde. Ça, effectivement, quand on fait du droit comparé, on trouve ce genre de disposition plutôt du côté de la Syrie, par exemple 2012. Donc on verra la nouvelle constitution. Mais bon, ça n'engage pas beaucoup. Donc, et dans l'absolu, ce que je viens de dire, et quand bien même vous auriez le candidat, l'homme providentiel qui arriverait, c'est le problème naturel. Tout homme qui a du pouvoir est porté en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Alors effectivement, tout est possible. Vous pouvez avoir des constitutions d'ouverture par le haut, celle du président Chali Benjedid. Et en réalité, quand on regarde bien, qu'ils ne correspondent pas du tout aux standards démocratiques, entre guillemets, européens, celle de 1989. Néanmoins, vous avez eu un processus de démocratisation pendant 2-3 ans réel, par le haut, mais qui n'a pas abouti in fine. Bon, le cas du Chili, la constitution du général Pinochet, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, celle de l'Assemblée constituante a été rejetée. Vous avez une ouverture du régime à partir de 1988-89, tout en conservant la constitution du général, qu'on va amender progressivement, etc. Bon, sauf que ce genre de modèle, ça prend pour la démocratisation des décennies, puis c'est plus ou moins périlleux, j'allais dire. C'est plus ou moins périlleux. Et il n'y a pas de, j'allais dire, on n'est pas en mathématiques ici, j'allais dire, mais c'est pas une constitution d'initiative présidentielle, c'est généralement pas le processus le plus garant des droits et libertés en quelque sorte. Je me permets juste une remarque d'ailleurs là-dessus, une remarque. Ça c'est sur le mimétisme juridique, que j'ai beaucoup enseigné à la Ve République. Alors ce qu'on entendait parfois à l'époque du Irak, et ce qu'on entend aussi dans un pays voisin, la Tunisie, puis finalement au Maroc aussi, oui mais la France, c'est De Gaulle qui a écrit la Constitution en 1958, pas d'assemblée constituante. Alors c'est le modèle absolu. Bon, alors déjà, quand vous connaissez la dérive présidentielle de la Ve République, c'est peut-être pas le modèle absolu. Voilà. Et de deux, en fait, 1958, alors effectivement, il y a un coup d'État militaire le 13 mai, on ramène plus ou moins sous la pression d'un coup d'État imminent qui avait commencé l'opération Résurrection, le général de Gaulle, sauf qu'il y a tout un tas de garde-fous qui vont être mis en place dans la loi du 3 juin 1958, je passe les détails, mais outre un référendum, et ça peut être un plébiscite en réalité, un gouvernement qui va être en fait un gouvernement d'union nationale dans lequel il y a Pierre Fiblin, il y a Guy Mollet, les socialistes, les démocrates chrétiens, etc., qui vont jouer vraiment un rôle de garde-fou par rapport au général de Gaulle. Par exemple, vous avez le comité consultatif constitutionnel qui n'est que consultatif, mais dont les orientations vont être pour la plupart d'entre elles prises en compte durant l'été 1958, si bien qu'in fine, on a un régime qui est parlementaire, même s'il va connaître une dérive présidentialiste.
Et la France, par ailleurs, hein, c'est ce que la France, elle a une tradition démocratique derrière, elle a un passif démocratique, elle a un habitus démocratique depuis au moins la Troisième République, quasi continue, nonobstant la période de Vichy. Et dans des pays qui n'ont pas cette tradition démocratique, qui ont connu 50 ans, 60 ans d'autoritarisme, comme l'Algérie, comme certains pays voisins, le fait d'aller vers une élection présidentielle et d'attendre de l'homme providentiel qu'il octroie une charte des droits et libertés et de la démocratie, c'est potentiellement, au égard à l'expérience, à l'histoire du droit, au droit comparé, c'est plus ou moins périlleux. On a vu l'exemple de Louis Napoléon en France, on a vu certains exemples au Maghreb. Il y a quand même, enfin, je ne voudrais pas, mais juste une remarque, c'est que dans toutes les conditions que vous avez évoquées, vous en avez oublié une, quoi. Il faut l'accord de l'armée. Elle n'est pas inscrite dans la Constitution, mais elle est fondamentale. Il n'y a pas un président qui pourrait être élu en Algérie sans l'accord de l'armée, non? De facto, de facto, en réalité, 1962, le colonel Boumedienne qui soutient le président, donc Ben Bella, et qui va très rapidement le dégommer en 1965, entre guillemets, par le coup d'État militaire. 1978, le colonel Boumedienne, décède, et qui va lui succéder, le colonel, finalement, dans le grade le plus élevé et le plus âgé, pas exactement le plus âgé, peu importe, mais qui est le président Chedli Benjedid. Puis, arrêt du processus électoral, à l'initiative de l'armée, notamment du général Khaled Nizar, qui était membre du Haut Conseil, du Haut Conseil d'État et par ailleurs du HCS, le Haut Conseil de sécurité. C'est lui qui a décrété l'arrêt du processus électoral. 1994, général Zerwan, l'armée, puis 1999, en réalité, effectivement, le président Bouteflika, c'est un choix de l'armée. Et 2019, l'homme fort de l'armée, c'est le général Ahmed Gaïd Salah, qui s'entendait justement très bien. Alors, il y a différentes versions qui existent par rapport à Nijoubi, etc. Je suis incapable de rentrer dans ces discussions-là. Mais en tout cas, dont on avait remarqué qu'il avait certaines sympathies avec le président Tebboune. Soit dit en passant, le président de l'autorité nationale indépendante des élections en Algérie, en 2019, parce que la première élection du président Tebboune, a reconnu officiellement, il a reconnu dans le journal, le très sérieux journal El Watan, d'ailleurs à la surprise du journal El Watan, il a reconnu qu'il avait été, donc ce président de l'autorité nationale indépendante des élections, qui a fait les élections de 2019 et celles de 2024, il a reconnu qu'il avait été choisi par le général Ahmed Gaïd Salah. Bon. Donc, voilà, ce qui veut tout dire. Le fondamental est quand même là, quoi. C'est le rapport à l'armée. Et par ailleurs, l'armée qui est désormais la garante des intérêts vitaux stratégiques du pays. Si désormais un président passait outre une certaine ligne rouge, à l'image du président Bouteflika finalement en 2019, eh bien, elle est la garante des intérêts vitaux stratégiques du pays. Donc, il faudrait qu'on refasse qu'on revienne là-dessus. Mais je vais pas prendre la parole davantage. Gianni, c'est à qui? Une question en ligne. L'opinion publique algérienne condamne-t-elle l'emprisonnement de Boualem Sansal ou estime-t-elle qu'elle est légitime? Là aussi, j'ai l'impression d'être un vieux disque rayé. En fait, il n'existe pas une opinion publique algérienne. Tous les Algériens et les Algériennes n'ont pas la même vision des choses. Et donc, Boualem Sansal, vous le savez, et ça a fait aussi l'objet de beaucoup de polémiques en France, est une personnalité qui est clivante. Donc, il n'y a pas un support unilatéral de tous les Algériens et toutes les Algériennes pour Boualem Sansal. Et il y a une partie aussi, tout comme il n'y a pas une contestation d'un seul homme et de toute la population du régime politique algérien. Et donc, vous avez une grande diversité d'opinions politiques. Il y a des personnes qui condamnent l'arrestation. Il y a des personnes qui condamnent l'arrestation en disant pourquoi ne parler que de cette arrestation-là et ne pas parler de l'ensemble des prisonniers politiques, puisque le problème en Algérie, c'est les prisonniers politiques. Et donc, il y a cette position-là. Et il y a une partie réelle de la population algérienne qui en fait aussi croit aussi que les personnes qui sont emprisonnées ont fait ou dit des choses qui méritent leur emprisonnement. Donc il n'y a pas une position comme ça qui pourrait tout. Et
la réalité des choses, l'Algérie étant ce qu'elle est, c'est très difficile en plus aujourd'hui de vous dire telle population, c'est à peu près un tiers de la population, ils sont plutôt en urbain, ils sont plutôt ruraux, ils sont plutôt jeunes ou vieux, tout simplement parce que on n'a pas la possibilité. Et c'est ça aussi ce que je voudrais rappeler sur que la question des régimes autoritaires, c'est qu'en plus ils empêchent la production de savoir sur eux-mêmes. Et c'est donc faire une enquête quantitative qui représenterait l'échantillonnage de la population algérienne et où on pourrait enquêter en fait à partir de ces données-là réellement sur plein de choses. Eh bien, c'est impossible. Et donc il y a plein de savoirs. Un simple sondage d'opinion est exclu. Ah oui, c'est complètement exclu. Et même pour des statistiques, la plupart du temps, on n'a pas besoin. C'est l'un des seuls pays où en fait on n'a pas du tout accès aux statistiques. Pourtant, l'équivalent de l'INSEE en Algérie fait des données, par exemple, moi qui pourraient m'intéresser, qui sont plus ou moins politiques, sur qui a de la famille en migration, qui a l'intention ou un projet migratoire, etc. En fait, on ne vous donne pas les données. On peut demander des fois des traitements de données précis, mais on peut pas demander les données. Donc, au-delà de ça, c'est que c'est une question en grande partie, si on voudrait savoir exactement quelles opinions politiques se retrouvent dans quelle partie de la population, socialement, géographiquement, au niveau du genre, etc. On pourrait pas répondre à cette question-là, et ni quelles sont les opinions politiques qui sont dominantes. En tous les cas, ce qu'on peut dire, et c'est pour ça que le moment du Hirak a été un moment intéressant, c'est que pendant très longtemps, on disait de la population algérienne qu'elle était soit apathique, soit qu'elle était en soutien au régime. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au moment où il y a une possibilité d'ouverture de la parole politique, eh bien, beaucoup de personnes se sont exprimées à la fois d'intérêt sur des questions très techniques, avec des débats très longs aussi sur quel était le bon itinéraire. Tout le monde n'avait pas au sein du Hirak les mêmes opinions politiques, mais s'il y avait cet intérêt-là pour la chose politique. Et donc, c'est pas parce que on ne peut pas faire de sondage sur les préférences politiques qu'elles n'existent pas en soi. Oui, alors pour rebondir sur l'affaire Boualem Sansal, 2 ou 3 éléments. Bon, évidemment, la place d'un écrivain n'est pas en prison, hein, quoi que ses propos puissent choquer, l'écrivain, ça choque en partie. Hein. Et c'est sa liberté d'expression, parce qu'il raconte n'importe quoi, mais ça, c'est au lecteur de juger. En fait, là où ça va choquer finalement, en tout cas une partie de l'opinion publique algérienne, c'est que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que soudain, en France, on découvre qu'il y a une répression en Algérie. Alors que j'ai dit qu'actuellement, vous aviez quelque chose comme peut-être 200 détenus d'opinion en Algérie, hein, c'est un peu difficile à recenser. Vous avez une personne, justement, qui s'occupe de ça, qui c'est un certain Zaki Hanash, Zakaria Hanash, qui a été condamné à 3 ans de prison par contumace en Algérie, qui est maintenant réfugié au Canada. Il avait recensé vers 2022 quelque chose comme 1000 personnes emprisonnées depuis 2019, entre 2019 et 2022. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien, mais on aurait peut-être 1500 personnes, sans compter les poursuites qui n'ont pas donné lieu à emprisonnement, mais qui ont maintenu une certaine pression sur un certain nombre de personnes. Et donc, l'impression que c'est que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et puis souvent, ce qu'on voit dans la grande presse française, c'est qu'on parle de Boualem Sansal et puis qu'on ne fait aucun lien avec une répression des revendications démocratiques qui existent en Algérie, absolument aucun lien. Et qu'on ignore totalement en fait ce qui s'est passé en 2019. Pourquoi je dis ça aussi, c'est que ce que j'avais remarqué dans certains grands médias, moi, immédiatement, un certain nombre d'entre nous, on nous a contactés dès qu'a éclaté le Irak. Et moi, je me souviens dans les médias, les grands médias, les premières questions qui m'étaient posées, alors la violence, c'est pour quand? Pourquoi il n'y a pas de violence? Un peu sous-entendu, alors ça va éclater en Algérie, il va y avoir 1 million d'Algériens qui vont débarquer sur les côtes françaises, Marine Le Pen présidente, grosso modo, c'était un peu ça l'idée, quoi, j'imagine. Ils étaient déçus en quelque sorte. Puis d'ailleurs, au bout d'1 mois ou 2, ça y est, quand le président Bouteflika a démissionné, il y avait plus de violence, etc. Les grands médias, je dis bien, ont commencé à ne plus du tout parler du Irak, alors que ça continuait, ça continue encore pendant 2-3 ans, jusqu'en 2021 au moins. Et que la répression, d'ailleurs, elle continue jusqu'à ce jour. Mais là, c'était fini, puis finalement, il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien à raconter, c'est pas intéressant, etc. Bon. Et que là, finalement, un peu l'arbre qui cache la forêt, on nous parle de Boualem Sansal, alors c'est terrible, oui, ce qui arrive. Et puis autre élément, sur le fond, ce qui a choqué aussi l'opinion publique algérienne. Alors Benjamin Stora l'avait dit, mais en fait, vous avez cette question des frontières. Vous avez deux questions dans les frontières algériennes. Vous avez la question du typosidétis, qui est le principe d'intégrité des frontières hérité de l'époque coloniale. Bon, ça c'est notamment le cas de la frontière algéro-marocaine, algéro-saharienne, saharienne algéro-marocaine, ce qui a été réglé par un traité d'ailleurs en 1972. Ça fait longtemps. Et puis vous avez la question de l'ouest algérien, le nord de l'Algérie, le nord algérien. Puis là, Boualem Sansal nous avait parlé d'Oran, de Tlemcen, de
de Mascara, je crois, qui aurait appartenu au Maroc. Alors, des propos un peu historiquement problématiques. Problématiques d'autant plus que, voilà, ce que rappelait Stora, c'est que l'un des pères du nationalisme algérien, mais Salih Haj, qui a réclamé l'indépendance en 1927, l'un des tout premiers, le premier, au congrès de Bruxelles en 1927, était originaire de Tlemcen, dans l'ouest algérien. Que l'émir Abdelkader, le fondateur d'un État national au 19e siècle, était originaire donc de la région de Mascara, dans l'ouest algérien, et que d'ailleurs l'ouest algérien, historiquement, depuis le XIIIe siècle, c'était Tlemcen, la capitale du Maghreb central. Vous aviez les Mérinides à Fès, vous aviez les Hafsides à Tunis, et vous aviez un État proto-algérien à Tlemcen au XIIIe siècle, et qu'au XVIe siècle, Tlemcen, Oran, était dans la régence, l'État d'Alger, et qu'Oran était même la capitale du Beylik de l'Ouest. Donc, c'est bien que c'était situé en Algérie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, c'est pour les propos. Mais ça rejoint un peu cette question de, finalement, le président Emmanuel Macron qui avait dit la nation algérienne, finalement, qui n'existait pas avant 1830. J'ai pas les termes exacts. Et ces polémiques, plus ou moins nauséabondes, où on voit l'extrême droite ressurgir. C'est nous qui avons créé l'Algérie. Je me souviens une fois, je me promenais à Nice et je vois une inscription pour les rapatriés d'Algérie. Très bien, pas de souci. Bon, ils ont leur histoire. Alors, je sais plus, il y avait écrit quelque chose comme c'est nous qui avons pas créé l'Algérie, mais c'est nous qui avons construit l'Algérie. Ah bon, avant 1830, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de structure tribale, il n'y avait pas des médinas, la Casbah d'Alger, la médina andalo-mauresque de Tlemcen, etc. Il n'y avait pas eu des États, les Massinissa, les Numides, les Zérides, les Ianides, etc. Non. Bon, tout ça effacé comme si ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'une nation ? Effectivement, ça, ce genre qu'est-ce qu'une nation, je vous renvoie à la BCIS, etc. On va rentrer dans de la théologie, et là, finalement, en France même, la nation française, elle est née quand avec le sacre de Clovis, elle est née avec Bouvines, elle est née avec 1789, la fête de la nation, pour d'autres, dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Bon, effectivement, pour l'Algérie, vous pouvez poser le même genre de questions. Elle remonte à quand ? Au XIIIe siècle, à Massinissa, à l'étoile nord-africaine. Ce genre de questions, effectivement, elle est sans réponse en réalité. Mais voilà un peu les tensions qu'a suscité cette affaire. Alors, la place d'un écrivain n'est pas en prison, et si on veut le contester, c'est justement dans un débat public. Et malheureusement, en Algérie, les débats publics sont très difficiles. Je tenais à revenir sur ce que vous avez dit au monsieur. Vous avez notamment expliqué que la Constitution était vidée de sa substance. Je pense que vous avez raison sur ce point. C'est-à-dire que si on suit la logique de monsieur, la législation algérienne, c'est une page blanche. On rédige, on légalise ce qu'on veut, on rédige comme on veut, et la Constitution, entre autres, n'a aucune valeur législative, selon ce que j'ai compris. Et ma deuxième question, c'est pensez-vous qu'il y aurait potentiellement une future normalisation des relations entre la France et l'Algérie? Je pense pas d'ici les 20 ou 30 prochaines années, mais à l'instar de la relation franco-marocaine, on sait très bien que la France et le Maroc sont très très bien, qu'il y a de réelles collaborations entre l'Europe et le Maroc. Pensez-vous que c'est possible en Algérie du fait de notre passé colonial? Et pensez-vous aussi que la fin de cette démocrature en Algérie est possible? Les militants, parfois, sont très peu nombreux, mais parfois, il en faut peu pour réussir un changement démocratique. Et on l'a vu dans l'histoire algérienne, on l'a vu en 1954, par exemple. Il n'y avait pas non plus grand monde au début. La réunion des 22, par exemple. Les 9 à l'origine du FLN en 1954, c'était pas grand monde. Et on a vu que l'histoire nous réserve des surprises. Par exemple, la Tunisie, qui était finalement le pays dont les Algériens eux-mêmes se moquaient. Je me souviens très bien, avant 2011, quand il y avait un Tunisien, parfois l'Algérien qui était à côté commençait à crier « Alors, Abba Ben Ali, les Tunisiens étaient... » etc. Il fallait Bon. Et parce qu'il y avait une certaine liberté d'expression, etc. Puis du jour au lendemain, c'est finalement la Tunisie qui s'est retrouvée bien en avance par rapport aux Algériens. Et à la surprise de tout le monde, quoi, en 2011. Et donc, nul ne sait ce que l'histoire nous réservera, mais vous savez, l'Algérie, elle a connu
comme résistance au régime autoritaire, 1963, l'insurrection du FFS, 1976, l'appel de Ferhat Abbas, par exemple, 1980, le printemps berbère, 1988, 2001, 2019. Et il y aura nécessairement un autre mouvement qui adviendra, et espérons-le, la démocratie, parce que les conditions ont changé en Algérie. Dans un pays qui est très majoritairement désormais alphabétisé, on est dans un pays où les conditions économiques ne sont pas parfaites, où il y a de l'inflation, etc. Et j'allais dire, on n'a plus faim comme avant, où la violence n'est plus possible comme elle l'était auparavant. Et ce qu'avait montré justement cette maturité politique du Hirak, qui était authentiquement pacifique, c'était l'un des slogans du Hirak, la Selmiya par exemple, a démontré que le peuple algérien était mature pour la démocratie, était majeur pour la démocratie. Et donc il n'attend qu'en fait que, quelque sorte, qu'à ce que une occasion se présente à lui. Moi, je voudrais poser une question par rapport aux relations à la diplomatie, à la politique extérieure de l'Algérie. On voit que ça se refroidit avec la France, mais ça se réchauffe avec l'Italie. Avant-hier, ils ont signé de nouveaux contrats avec 4 pays européens. Donc pour parler un peu de perspective, parce qu'on a parlé, c'était très noir, et là, j'ai envie d'apporter un peu on va dire, d'espoir. Est-ce que l'Algérie aussi, par rapport à sa position au Conseil de l'ONU, est-ce qu'on revoit un petit peu l'Algérie sur la scène internationale prendre un peu plus de galons, que ce soit au Maghreb, au Sahel, en Afrique en général et surtout avec l'Europe, comme une puissance, et pas que de par ses ressources naturelles, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui compte le plus, c'est ce qu'on a, ce qu'on peut démontrer, mais bien au-delà. Bon. Oui, alors sur la Constitution et donc la législation, encore une fois, il y a un peu l'idée de ce que je viens de dire précédemment, de constitution un peu permissive. Et par ailleurs, juste un rappel, finalement, le légicentrisme, vous savez, c'est pas si loin en France. Il fut une époque où ce qui était proclamé, les droits et libertés dans la Constitution, ce qui primait, c'était la loi, l'expression de la volonté générale, et les droits et libertés dans la Constitution. Vous savez que ça a mis du temps avant qu'il y ait un Conseil constitutionnel en France. Et par ailleurs, le Conseil constitutionnel est un réel pouvoir, qu'on reconnaisse le préambule, c'est 1971, la pleine valeur juridique du préambule, etc. Et puis qu'on passe à l'exception d'inconstitutionnalité en 2008, ça a pris un temps énorme. Avant, l'idée, c'était jusqu'au milieu du XXe siècle. C'était la loi, l'expression de la volonté générale, le légicentrisme et la Constitution. Finalement, c'est des beaux principes, mais c'est de la littérature, en quelque sorte. Et en Algérie, vous retrouvez ça aussi, en quelque sorte. Dans ce vague renvoi à la loi, et finalement, la loi aurait en quelque sorte, effectivement, une valeur supérieure, même si officiellement, c'est la Constitution qui l'a, mais indirectement, par ce renvoi à la loi, une valeur supérieure à la loi. Mais aussi, c'est que la Constitution, elle permet ça, en réalité. Elle permet ça non seulement par ce vague renvoi à la loi, mais comme je vous ai dit, par les vagues exceptions aux droits et libertés qui sont proclamés, l'ordre public, la sécurité, les constantes nationales, sans rappeler les garde-fous d'une société démocratique, de la nécessité de la proportionnalité dans la Constitution, par exemple. Ou, par exemple, en disant, oui, à tous les droits et libertés qui ont été proclamés dans la Constitution, c'est très bien. Ça, c'est à la fin de la Constitution. Enfin, c'est pas comme ça que c'est écrit, évidemment. Mais j'allais dire, on maintient la législation antérieure en attente de transposition législative en vertu de la nouvelle Constitution dans un délai raisonnable, et on ne précise pas quel est ce délai raisonnable, en sachant que certaines lois organiques prévues par la Constitution, par exemple, depuis 1996, n'ont jamais été promulguées depuis. Par exemple, la haute trahison du président de la République, une disposition là-dessus dans la Constitution algérienne, il faut une loi organique, jamais promulguée depuis 1996. Et puis là, on vous dit un délai raisonnable. Délai raisonnable, peut-être 25 ans, 50 ans, peut-être, je ne sais pas, à l'échelle d'une nation, tout est possible. Donc, vous avez finalement une législation liberticide, mais qui trouve son appui dans une constitution permissive, voire autoritaire. Et alors finalement, oui, y a-t-il un espoir en Algérie? Alors évidemment, c'est une question de prospective. Vous savez bien sûr qu'il y a un espoir. Vous savez, il fut une époque où, par exemple, faire des parallèles, c'est pas moi qui le fais, c'est Ferhat Abbas, quand vous le lisez par exemple dans son appel de 1976, à l'époque du colonel Boumedienne, alors là c'est l'autoritarisme pur en quelque sorte, qui va écrire sa charte nationale et puis sa constitution donc par comité d'experts, c'est-à-dire à son profit. Et vous avez Ferhat Abbas, le leader du manifeste du peuple algérien, 1943, l'un des pères de l'indépendance, premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne, qui se lève et qui dit non, il faut, plutôt que d'écrire cette constitution, cette charte par la voie d'un comité d'experts pour constitutionnaliser en quelque sorte le pouvoir personnel du président du Conseil de la Révolution, allons vers une assemblée constituante au nom de la souveraineté populaire. Bon,
Juste avant de revenir sur les relations extérieures, sur la question de y a-t-il en fait des raisons d'avoir de l'espoir, les travaux en fait sur les cheminements révolutionnaires et les révolutionnaires montrent très bien qu'il y a quelque chose un peu de téléologique où en fait la révolution semble impossible jusqu'à ce qu'elle se produise, et là toutes les analyses montrent qu'elle était inévitable un peu. Et donc en fait le changement politique, on n'est plus bien sûr dans les théories développementalistes de la démocratie qui est l'itinéraire politique de tous les régimes, on n'est pas dans cette littérature-là, mais elle reste de l'ordre des possibles. Et là, sur la question des mobilisations collectives et des mouvements, presque plutôt en tant que personne, plutôt qu'en tant que chercheuse, je pense qu'il y a une dimension de prophétie autoréalisatrice. Et si personne ne croit au changement politique, eh bien le changement politique ne peut pas se produire. Et donc moi, en tant que personne, en tant qu'individu, je refuse de dire qu'il n'y a pas d'espoir. Parce que si on commence à dire qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir. On le fait exister, ce manque. Et donc, c'est croire aux politiques, croire à la possibilité du changement politique, croire à un autre régime politique en Algérie qui va le faire aussi advenir. Pour ce qui est des relations et de la politique étrangère, pour la première question qui est celle de la normalisation. Je pense que la normalisation, au sens qui est beaucoup appelée politiquement, en fait, c'est un vocabulaire un peu politique. Je comprends que certains acteurs y fassent référence. Je comprends même des acteurs de terrain, des diplomates qui peuvent être frustrés de l'activité de diplomatique qu'ils ont quand ils sont en poste, etc. De quelles sont les difficultés auxquelles ils sont secrets, qui se disent si seulement c'était des relations diplomatiques ordinaires. En fait, elles ne seront pas ordinaires. Il y a une singularité. Et par contre, est-ce que cette singularité, elle peut être pacifiée? Elle peut être moins tendue, ça je pense que c'est possible. Et justement, les relations avec le Maroc, elles sont pas non plus tout le temps au beau fixe. Il y a eu des dents de scie, donc c'est qu'il y a des améliorations possibles. Du côté de la diplomatie française, et là, je me rends compte que pour eux, il y a un jeu pour les diplomates, un jeu difficile à jouer et qui sont pas, où c'est pas forcément le ministère des Affaires étrangères qui est tout le temps le maître, parce que il y a la présidence, etc. Mais de pouvoir maintenir des bonnes relations avec le Maroc et avec l'Algérie, c'est compliqué. Et souvent, une embellie avec l'un est synonyme d'une détérioration du rapport avec l'autre. Et donc, ça a aussi à voir avec les relations entre l'Algérie et le Maroc, dont on peut aussi espérer qu'elles ne restent pas dans le niveau de tension actuel. Pour ce qui est de la diplomatie algérienne, et aussi justement pour pas que dire des choses négatives, hein, on n'est pas là pour dire que tout est négatif en Algérie. Il y a des diplomates qui sont très compétents du côté algérien, qui portent bien certains dossiers, que ça soit sur des enceintes multilatérales que sur des enceintes bilatérales, et maintenir certaines positions politiques est parfois compliqué. Il y a des compétences tout simplement, et donc là il y a pas d'enjeu là-dessus, que l'Algérie n'a pas, bien entendu, que la France dans ses relations diplomatiques. C'est bien entendu que l'Algérie n'a pas que la France dans ses relations diplomatiques. Elle a à la fois d'autres pays européens, vous l'avez dit, mais elle a aussi d'autres pays. Quand j'étais bébé chercheuse, quand Jean-Paul m'a rencontré, mes premiers travaux de recherche c'était toujours sur les questions migratoires, mais c'est sur l'immigration chinoise en Algérie, et c'était aussi sur à quel point elle s'insérait dans un cadre diplomatique de relations franco-algéro-chinoises. Et donc on voit bien qu'il y a d'autres ressorts de la diplomatie, et qu'il n'y a pas cette relation-là uniquement en raison des ressources en hydrocarbures, mais aussi pour plein d'autres raisons, pour des raisons aussi liées sur son rôle régional sur des questions de sécurité, pour aussi des raisons économiques, pour la Chine notamment, ça a été aussi qu'est-ce que ça veut dire en termes de marché pour la construction des infrastructures, etc. Donc bien entendu, le fait que les relations soit détériorée avec la France, je pense que c'est humblement, je pense que c'est quelque chose où les deux pays en y perdre. Ça ne veut pas dire que l'Algérie n'a aucune autre ressource diplomatique, bien entendu. Bien, écoutez, il nous reste à les remercier. C'est une intervention passionnante, brillante et pleine d'espérance. Merci.